Ça va avec vous pour un 37e épisode de la balado. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de monde sont venus faire un tour à la balado. C'est le retour d'Hélène Faradji qui va venir. Hélène qui a démontré beaucoup de courage, vous allez le voir tantôt. Elle a eu un petit incident en route vers la librairie Raffin pour enregistrer sa chronique. Et elle va nous parler des pépins aussi qui s'abattent sur l'espace de critique, entre autres politique, qui s'abat sur le monde du cinéma mondial. Elle qui revient de Cannes, entre autres, et qui part aussi, qui démarre sa réflexion après le visionnement d'un étrange film de Steven Spielberg. On reçoit également Héloïse Barguin, ancienne journaliste, vous allez comprendre pourquoi, qui vient nous présenter un essai qui est paru il y a quelques semaines qui s'appelle Basse-Cour, chronique d'une désillusion journalistique. C'est paru chez Éco-Société. Vraiment une réflexion intéressante, pertinente, drôle aussi. Un pamphlet, mais beaucoup plus que ça. Un essai qui est... J'espère qu'il n'est pas passé trop inaperçu et qui vaut la peine d'être lu, particulièrement si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on fait avec vos impôts chez le diffuseur public, entre autres. En fait, c'est plus, c'est plus riche que juste ça. Mon Dieu, des fois, je sonne comme Radio X. Il y a Coralie Laperrière qui revient faire une petite visite à la balado avec son amoureux. Oh, cute! Octave Savalorti, qui vient nous présenter la soirée d'humour qu'il prépare pour la Saint-Jean-Baptiste. J'en dis pas plus. Et on présente le nouveau numéro de la revue Spirale avec Catherine Chagnon et Renato Rodriguez-Lefebvre. Et vous allez voir parce que le segment de Spirale va m'inspirer la chanson à la toute fin, qui est une certaine curiosité pour beaucoup de gens, j'imagine. J'en dis pas plus. Alors voilà, c'est un menu assez costaud. Et à la fin, je vous retrouve aussi parce que il devait avoir en fait 2 épisodes, incluant celui-ci, avant la fin de la saison. Mais là, il y en a un qui s'est ajouté. Je vais vous dire pourquoi à la toute fin. Alors voilà, bonne écoute. Eh ben, let's go. Alors la douleur se poursuit parce qu'on est en train de dire... Bon, est-ce que ça fonctionne? Oui. Drôle de journée à date. Oh, vous êtes tout va mal. Toute en oui. émoi. Vous êtes... J'ai chu. J'ai chu bêtement. J'ai chu en descendant mon vélo d'un escalier. Et au bout de l'escalier, il y avait une grosse pierre que ma cheville n'avait pas vue. Les fameux escaliers du plateau Mont-Royal. Voilà. Et donc, et vous avez votre vélo donc sur l'épaule. Et patatras. Et patatras et catastrophe, mais j'ai quand même... Je suis montée sur ma monture et en arrivant ici, ma belle cheville a pris un volume sympathique. Oui, on est à la librairie Raffin présentement et en face, il y a un bar et ils vous ont donné de la glace. Très gentiment. Vraiment, on les remercie. Donc, au moment où je vous parle, j'ai un sac de glace sur la cheville. Bon, alors, et vous avez accepté de faire votre chronique, mais je vais vous le libérer après. Ça se peut que ce soit pas très clair. Si jamais on entend Hélène qui tombe dans les pommes, là, vous inquiétez pas. J'ai un logiciel d'IA, vous savez, qui imite votre voix. Ah, parfait alors. Tout va bien. Bon, ça finit toujours mal. Oui, de toute façon. Heureux que vous soyez là. Moi aussi, vraiment très, très heureuse d'être de retour. Entre autres parce que depuis ma dernière présence, ça a brassé pas mal dans le merveilleux monde du cinéma et de la culture en général d'ailleurs. Et j'avais évidemment très, très envie de venir vous parler de tout ça. On ne s'est pas parlé depuis que vous êtes allé à Cannes. Hein? Exactement. Bon. Et en fait, pour être honnête, ça brasse tellement que je suis même en train de me demander si ça me transforme pas tranquillement en vieille réac qui se dit « Oh, c'était mieux avant, quand tout était simple. » C'est pas que j'aime... J'osais pas le dire. C'est pas que j'aime pas la complexité, mais je suis quand même obligée de constater que dans ce monde de la première moitié de 2026, qui a déjà l'air de durer depuis 50 ans... Mon Dieu, c'est long. Sortir, diffuser ou même parler d'un film... c'est devenu un nœud de vipère qui ne laisse augurer rien de bon. Tiens, même devant ce nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, un divertissement de haut vol, il faut le dire, basé... Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un divertissement divertissant. Voilà. Donc, il est bien fait. Maîtrisé. Okay, bon. On sent que tonton Spielberg a encore ce qu'il faut. Il n'a pas perdu la touche pour ça. Vraiment pas. Okay. Et tout ça est basé autour de l'idée qu'on va enfin révéler au monde les dossiers secrets
qui révèle l'existence des extraterrestres. Ah, mon Dieu. Mais même là, Ah, ouais. on est un peu gêné aux entournures. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, on écoute un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Tout le monde a droit à la vérité. This is a story about us, all of us, Bonjour, Kansas City. up against the most extraordinary event in human history. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur, je comprends plus rien tellement j'ai peur. Il ne faut pas. Il y a quelqu'un d'autre. Daniel Calme. Mais il y a du français et de l'anglais dans la bande-annonce. Oui, c'est le petit anglais, c'est Steven lui-même qui vient faire un petit coucou Ah. aux gens, parce qu'on l'aime tellement. Mais le c'est- problème, c'est pas Steven, c'est son scénariste, OK. David Cap. Comment vous dire? En fait, son scénario, il finit surtout par nous dire que oh, c'est pas si grave que ça de révéler au monde que les extraterrestres existent, parce que ça ne remet pas en question l'existence de Dieu. Ah, Oui, et que Incroyable. c'est pas parce que les petits bonhommes verts existent que Dieu peut pas exister en parallèle. mon Dieu. Voilà. C'est donc bien, Alors c'est complètement débile, Ben oui. hein, évidemment, mais on sent, et ça c'est ce qui me fascine, on sent que les critiques ne savent pas trop comment parler de ça et ils évitent le sujet parce que c'est ça 2026. Ah. Si tu t'aventures sur ce terrain-là, tu sais d'avance la volée de bois vert que tu vas manger, donc on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas, mais je vous ai vendu le punch. Dieu et les extraterrestres peuvent coexister. Ah. On est tous très Mais là, soulagés. avez-vous l'impression que c'est à cause du renouveau de la foi chrétienne Fort de probablement. de nos amis à la tête des Ce États-Unis? serait- Est-ce que ce scénariste-là, on le connaissait avant? Oui, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé à Hollywood, qui a jamais fait des films particulièrement Ok. renversants. Ok. Mais disons que là, la touche est quand même assez Ok, costaud. ok, Mais ok. c'est même pas de ça dont je voulais vous parler parce que, comme je vous ai dit, ça brasse à mort dans le monde du cinéma. Et grosso modo, je vais vous faire le déroulé des 6 premiers mois. On a juste Ok. vécu les 6 premiers Ouais, mois. ouais. Donc en février, notre bon vieux Wim Wenders se mettait le doigt dans l'œil solidement en affirmant que cinéma et politique Ah oui. n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et j'étais venue ici C'est vous vrai. dire combien il se fourvoyait, mais j'avais pas anticipé que le réel lui-même viendrait lui rabattre le caquet. Parce que ça a continué, tout ça, en particulier lors du dernier festival de Cannes. Alors, la veille de l'ouverture du festival, 600 personnes de l'industrie, des techniciens, des scripts, des monteuses, jusqu'à des méga stars comme Juliette Binoche ou le documentariste Raymond Depardon, ont signé une lettre ouverte dans Libération pour dire leur crainte de voir Bolloré, bien Ouais, sûr, ouais. le patron de Canal+, c'est-à-dire le plus grand financier du cinéma français. Donc leur crainte On de... l'oublie, ça. Mhm. On en a parlé ici pour le monde de l'édition, Mais c'est pareil pour le cinéma. C'est exactement. Par le biais de Canal+, sauf que Bolloré, avant Cannes, a annoncé son intention de devenir le patron de UGC, qui est le réseau de salles ouais. le plus populaire en France. Ah ouais. Exactement comme l'affaire Grasset, la lettre mettait en fait en garde contre la concentration de pouvoir entre une seule et même main, Ouais. enfin 2 mains, Ouais. celle de Bolloré, qui désire donc posséder toutes les étapes de la fabrication jusqu'à la diffusion d'un film pour, on l'a bien compris, mener à bien son projet de révolution Oui, voilà. civilisationnelle qui en gros se résume à plus de blanc, moins de couleurs et surtout Et Jeanne beaucoup d'Arc. plus de millions, et Jeanne d'Arc, et plus de millions pour lui Oui, aussi. voilà. hein. Voilà. Alors, bon, les lettres ouvertes, hein, on sait ce que ça vaut concrètement, ça n'a pas une grande implication, mais ça mobilise l'attention Oui, il y a médiatique, ça. notamment à la veille de l'ouverture du plus grand festival de cinéma du monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que pendant le festival, le président de Canal+, qui s'appelle Maxime Saada, a tout bonnement déclaré « Eh ben si c'est comme ça, Canal+, ne travaillera plus jamais avec ses 600 signataires. » Oh là là. Énorme lol de la profession qui s'est Ah dit ouais. mais comment tu vas faire ça? Ah ouais, Comment ouais. tu vas empêcher Ah ouais. les contrats de se signer, blablabla. Et sauf que non seulement c'est possible, mais qu'après Cannes, donc une fois la poussière retombée, Canal+ a réitéré son intention de boycott et la Ligue des droits de l'homme a décidé de porter plainte contre le groupe pour discrimination. Ah Donc ouais. vous voyez le Ouais, royaume ouais, du ouais. cinéma français en plein dans la joie, le bonheur et la légèreté. Mais ça s'arrête pas là parce que sinon ça ne suffirait pas évidemment. Voilà que les dernières semaines ont aussi ouvert cette idée d'un monde du cinéma plus politique que jamais, du moins dans ses éléments externes, parce que
personne n'a vraiment l'air de se préoccuper de ce qui se passe dans les films eux-mêmes, dans les récits qu'on nous raconte, pourtant beaucoup plus puissants pour distiller des idées politiques qu'on le pense. Mais c'est pas pour rien là, que Bolloré met la main sur cette chaîne-là. Là. Il sait très bien la puissance de raconter des histoires. Voilà, tout simplement. Mais pour l'instant, ça se passe à l'extérieur. Mais vous allez voir que cette dernière affaire, elle est extrêmement complexe et elle est relatée de façon assez contradictoire par les médias. Donc, là, on s'en va au Festival international de Marseille, qui va avoir lieu du 7 au 12 juillet prochain. 37e édition, c'est un festival connu, reconnu, qui jusqu'ici s'est toujours tenu sans embûche. On met à l'honneur des films cinéphiles. Allez-vous y aller ? Non, moi je suis jamais allée. Est-ce que vous allez y aller? Non, je n'irai pas malheureusement. C'est trop compliqué avec mon propre festival au mois de juillet. C'est ça. Donc des très bons films, vraiment une réputation cinéphile formidable. Mais pour cette nouvelle édition, ils ont annoncé il y a quelques semaines la composition de leur jury. Et c'est là que tout a basculé. Parce que dans ce jury devait être présent Nadav Lapid, un cinéaste israélien exilé en France depuis 2021 et qui, depuis son tout premier film, Le Policier, qu'il a réalisé en 2011, n'a eu de cesse de chroniquer avec une vraie virulence les conséquences des décisions gouvernementales de son pays sur l'identité juive collective. Je suis d'ailleurs allée relire ce que j'avais écrit, jeune critique en 2011, dans différentes publications à son sujet au moment de la sortie des films. Donc sur Le Policier, qui organise, dans une mise en scène hyper nerveuse, un face-à-face entre une unité antiterroriste de l'armée et un groupe de jeunes révolutionnaires israéliens en révolte contre leur propre pays. J'écrivais « La mise en scène du policier ne laisse aucun échappatoire au constat cruel que le film dresse, car ce qu'il montre, c'est avant tout un système, une idéologie, un pays entier en train de dégringoler, rongé de l'intérieur par sa propre arrogance, sa propre brutalité. » 2011. Wow. Le second film, L'Institutrice, évoquait la relation d'une professeure, une institutrice, et d'un gamin de 5 ans ultra doué pour la poésie. A priori, tout va bien. Rien de politique là-dedans. Non, mais je décrivais quand même cette femme comme aux prises avec un désir de pureté et de protection dévorant, métaphore peu cachée de gestes politiques gouvernementaux. Bref, vous voyez le topo de l'œuvre de Nadav Lapid, qui s'est poursuivie avec Synonyme en 2019, qui raconte la vie d'un jeune Israélien en exil, qui décide de rompre définitivement avec son pays d'origine, ou en 2025, le film Oui, qui lui est centré, et c'est tout un film, autour d'un pianiste qui est chargé par le gouvernement de créer un nouvel hymne national à la gloire de l'armée et de ses agissements à Gaza. Un film qui est sans aucun contredit possible, une charge contre la folie qui semble s'être emparée d'Israël. Et juste pour être sûr qu'on situe bien Nadav Lapid... W-E, oui comme nous ou oui... Oui, O-U-I. Ah, ok. Oui comme yes. Oui, ok. Donc, Nadav Lapid, dès décembre 2023, il signait une lettre ouverte pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Donc, a priori, tout va bien avec Nadav Lapid. Mais après cette invitation du Festival de Marseille à siéger sur un jury, branle-bas de combat. Il y a eu des menaces, des chantages, des appels au boycott venant de groupes pro-palestiniens. Tout y est allé. Et le FID, le Festival de Marseille, qui est assez sage, a décidé d'affronter la chose. Face à face. Qui demande qu'il soit retiré? Des groupes pro-palestiniens. Pourtant? Vous allez voir pourquoi ça se complique. Vous allez voir pourquoi ça se complique. Donc, le festival a dit d'accord, on va prendre des mesures pour vous entendre et on va diffuser le film Oui, le fameux film, accompagné d'une grande discussion qui sera modérée par l'équipe des Cahiers du cinéma. Mais cette proposition n'a fait que jeter de l'huile sur le feu et une douzaine de cinéastes arabes ou palestiniens ont annoncé qu'ils allaient retirer leur film de la sélection du festival. Et c'est là que je vous parle de médias qui rapportent les choses de façon un peu contradictoire, parce que certains disent que c'est le festival qui a décidé d'annuler la venue de Nadav Lapid, d'autres que c'est Nadav Lapid lui-même qui a décidé de se retirer. Mais le constat est le même, il n'y aura ni film, ni Nadav Lapid au prochain festival de Marseille. Sauf que depuis, ça s'est déchaîné. Les pro-annulation de sa venue ont expliqué leur position dans les médias en précisant que ce qui est en cause, c'est pas la présence de Nadav Lapid, c'est pas lui-même, c'est le financement
du film Oui, qui Ah ouais. a profité de subsides gouvernementaux israéliens. OK. Avec tout un débat aussi sur le fond, sur un fonds en particulier en Israël qui, un peu comme la Sodec ici, finance les films, mais en étant indépendant sur le fond dans son fonctionnement du ministère de la Culture. OK. Et ça reste de l'argent gouvernemental. Ouais. Donc, OK. comment on se situe là-dedans? Et de l'autre côté, Ah, c'est vous avez intéressant, ça. les anti-boycotts de Lapide qui ont signé des lettres ouvertes à qui mieux mieux et avec des signatures assez prestigieuses. Justine Trier, Arnaud Desplechin, Nathalie Portman, Claire Denis, enfin bref, Ouais. etc. Et qui, eux, défendent l'idée que les artistes ne sont pas des ambassadeurs culturels. En gros, ils ne représentent pas leur pays, Ouais. mais ils s'expriment individuellement en tant qu'artistes. Ouais. Notre vipère, hein, quand Ouais, on veut parler de vraiment. cinéma. Ben oui, c'est Alors, sûr. parce que qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on avance? Ben oui. Comment est-ce qu'on évolue d'une façon ou d'une autre? Comment est-ce que vous voulez qu'on crée du sens quand des annulations visent à museler des artistes dissidents, mais que dans un cas, la volonté d'annulation vient de l'extrême droite, Canal+, Ouais. mais de l'autre, de la gauche, qui semble... et personne ne semble réaliser que le vrai pouvoir d'annulation, c'est encore les spectateurs et les spectatrices qui l'ont. Ouais. Et là, je cherche pas à jauger de la légitimité des revendications de part et Non, non, d'autre. mais Je cherche surtout pas à les mettre sur le même plan, mais je me demande, c'est quoi la voie de passage pour qu'on puisse encore entendre des voix qui essayent de dynamiter les systèmes C'est tyranniques ça. de l'intérieur. C'est ça, Qu'est-ce qu'ils font, ces artistes-là? parce que là, vous me dites que cette organisation-là, ce subventionnaire est indépendant. C'est toute la question. Cela dit, il doit l'être puisque ce film qui est quand même... Est-ce que vous l'avez vu, le film? Est-ce qu'on Oui. sait si c'est une charge Ah ou oui, non? c'est une Bon. charge sans contredit, sauf que l'argent reste Oui. israélien. Et donc, il y a une façon de légitimer l'existence de ce gouvernement politique Ouais. en... Puis on peut dire que Bref. en finançant ce film, il ouvre la porte à être critiqué. Donc, ça ne peut pas être un gouvernement Voilà, d'extrême donc- droite. Puisse regarder ce cinéaste qui ne nous aime pas, on le finance. Exactement. Ah, ouais. Exactement. Alors, tout ça rend les choses extrêmement compliquées. Mais bon, je me disais, en y réfléchissant, il y a l'option Zviagintsev. Zviagintsev, grand réalisateur russe, tout juste lauréat de la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes avec son film Minotaur. Mais lui, il n'a pas eu à choisir parce que la décision a été prise pour lui, en fait. Après son film précédent, l'extraordinaire Léviathan, ce qui était un portrait sans concession et radical de la corruption en Russie. Le ministère de la Culture russe a décidé que Zviagintsev ne serait plus jamais financé par des subsides Non, nationaux. Ça, c'est clair. au Voilà, moins. ça c'est clair. Bon. Et heureusement, Zviagintsev, comme c'est un génie, il a pu avoir le soutien de fonds privés ou de financements autres dans d'autres pays d'ailleurs. Minotaur, sa Palme d'Or, c'est un film allemand, français et letton. Ah ouais. Donc plus du tout russe, Non. mais il parle Ouais. quand même de la Russie. Ouais. Bon, mais est-ce que c'est si simple? Eh ben non. Eh ben non, parce que Minotaur, Voyons. la Palme d'Or, elle vient juste d'être achetée pour une distribution sur le territoire nord-américain par Mubi. Mubi, qui est une plateforme et un distributeur qui, en 2025, a été boycotté assez solidement par le monde du cinéma pour avoir accepté un investissement de 100 millions de dollars de la part de Sequoia Capital, qui est un fonds d'investissement qui soutient également Kela, c'est-à-dire une start-up de technologie militaire fondée par des vétérans de l'unité d'espionnage israélienne juste après le 7 octobre pour intégrer l'IA dans les opérations militaires de l'armée. Jesus. Donc même là, ça devient un problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire? Comment réagir? Comment laver plus blanc que blanc? Comment est-ce qu'une œuvre peut encore porter une idée ou un propos politique et rester parfaitement intègre? Et comment s'assurer que on va pouvoir protéger ces voix critiques quand celles-ci ont besoin des fonds, des systèmes qu'elles critiquent pour exister? C'est un cercle vicieux infernal et un peu sans issue. Parce qu'en l'état, avec toutes ces menaces, ces boycotts, ces lettres ouvertes, on va finir par se retrouver avec des films ou des livres ou des chansons qui disent plus rien. Exactement. On ne pourra plus les accuser de rien. Ça restera parfaitement inoffensif, sauf que c'est notre imaginaire commun qui va devenir mou, qui va devenir malléable, corvéable à souhait, tout prêt donc à se faire bouffer par les autoritarismes divers et variés qui nous menacent.
à force d'annuler, de refuser le débat, d'annihiler les possibilités d'échange, de discussion, aussi difficiles soient-elles, d'abord, on va finir par donner raison à Wim Wenders et à souhaiter que cinéma et politique restent étanches. Mais surtout, on va se retrouver avec une culture qui est timorée, qui est frileuse et qui est incapable de porter en elle aucune autre idée que celle de la réussite individuelle de son créateur ou de sa créatrice. Et j'aimerais ça être devin et pouvoir vous dire, c'est comme ça que les choses vont se régler, on va retrouver notre bon vieux cinéma qui est capable d'enflammer les passions collectives, qui est capable de nous offrir cette catharsis dont on a tant besoin, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment tout ça va pouvoir évoluer. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que sans les histoires dont on a besoin pour nous aider à comprendre et à affronter le monde, sans cette incroyable machine à créer de l'empathie qu'est le cinéma, mais aussi la littérature ou l'art en général, ça servira plus à rien de venir pleurnicher que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise. Parce que la seule conclusion logique à tout ça, c'est qu'on va tous être en train de s'entretuer et qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur, et ce sera le Grand Capital. Ah, bang. Bonnes vacances. Merci. On rappelle que votre réflexion débute par un film qui nous dit que les extraterrestres et Dieu peuvent coexister. Exactement. Hey, merci Hélène. Bon été. Bon été. Allez réparer votre cheville. Je vais faire ça. Et on se retrouve à la saison 9. Avec grand plaisir. Encore, mais j'imagine que c'est oui. C'est un oui. Hey, merci. Bye. Héloïse Barguin, bonjour. Bonjour. Vous nous arrivez avec un livre qui est sorti il y a plusieurs mois. 2 mois, je pense. Ça s'appelle Basse-Cour, chronique d'une désillusion journalistique. Et là, c'est vraiment un essai très intéressant. Est-ce que vous avez donné quelques entrevues à date? Quelques entrevues. C'est sûr que c'est compliqué d'aller parler des médias dans les médias. Oui, tout à fait. C'était un exercice assez compliqué. Mais il y a une émission à Radio-Canada qui s'est risquée à m'inviter. Il restera toujours la culture. Ah, ben oui. Donc, voilà. Mais c'est la seule à Radio-Canada. Bravo. Sinon, quelques-unes. OK. Ouais. Parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Vous n'êtes plus journaliste, clairement. J'étais journaliste. Oui. J'étais journaliste pendant longtemps et je me suis suicidée journalistiquement dernièrement. Avec ce livre? Avec ce livre. Parce que là, je pourrais plus jamais je pourrais plus jamais faire de journalisme. Parce qu'il y a rien que les médias haïssent plus que quelqu'un qui crache dans la soupe. Exactement. Et même dans les communications aussi, parce que je peux plus travailler dans les communications parce que là, tous mes contacts sont... C'est toute la même gang. Et c'est dommage parce que ma seule expertise pendant les 10 dernières années, c'était la communication et le journalisme. Alors en ce moment, Pourquoi ce suicide professionnel? J'imagine que vous avez d'autres projets, là, mais... d'autres projets, oui, mais une recherche d'emploi présentement. Mais d'autres projets, oui, j'essaye d'écrire. J'écris un roman en ce moment, bon, puis voilà. Mais je sentais qu'il fallait le faire, en fait. Oui. J'avais besoin de le faire. J'ai terminé Radio-Canada en 2023. En fait, que j'ai quitté le journalisme en 2023 et j'étais tellement dégoûtée, désillusionnée que... Dans le fond, j'ai commencé à écrire, c'est la vraie histoire, j'ai commencé à écrire le dernier jour de ma journée de travail. Ah ouais. Les dernières heures, j'ai juste une sorte de page blanche où j'avais comme... Ça revient dans plusieurs pages, c'est ma dernière journée. Ouais. Vraiment une sorte de fiel où j'avais juste besoin de sortir ça. Et puis après, à partir de là, j'ai commencé à écrire, mais de manière un peu moins fielleuse. Là. C'est pas toujours aussi... Et là, basse-cour, on s'entend, c'est la basse-cour... C'est 2 choses, la basse-cour. Moi, j'aimais bien déjà l'idée forcément le poulailler, les canards. Oui, c'est ça, ouais. Puis le terme aussi canard au 19e siècle qui désigne les fausses nouvelles, les journaux, les premiers journaux qui divulguaient des fausses nouvelles. Mais la basse-cour aussi, moi, j'ai grandi à côté de châteaux dans le sud de la France. Et les châteaux, il y avait toujours une haute cour, une basse-cour. À Montjardin. À Montjardin. Voilà. Il n'y a pas de château à Montjardin. Il y a 84 habitants, c'est déjà pas mal. Et un sanglier, beaucoup de sang, bref. Et là, il y a des châteaux. Et il y a des châteaux à côté, des châteaux cathares. Et il y a toujours une haute cour, une basse cour. Et dans la basse cour, il y avait vraiment toutes les nobles, les serviteurs, mais pas la noblesse, les serviteurs des nobles, et puis toutes les artisans qui restaient, qui étaient proches du pouvoir, mais qui ne faisaient pas partie du pouvoir. Mais je pense qu'il y avait cette idée, moi ce qui m'intéressait, c'est quand on vit à l'intérieur de la forteresse, qu'on est protégé des attaques extérieures et qu'on n'est pas avec les gueux de la campagne, est-ce qu'on a l'impression quelque part qu'on est proche de la noblesse? Et c'est cette métaphore-là du journalisme intéressant, parce qu'il y a vraiment un esprit de classe dans le journalisme, même un esprit de caste où en fait, je trouve qu'on a tendance à relayer souvent ce que...
Moi, la plus grande critique que j'aurais pour le journaliste, c'est que j'ai l'impression qu'on relaie. Oui. On se fait les passe-plats, les publics-sacs de nos gouvernements, et qu'on vraiment. reçoit des communiqués, on envoie. Et en fait, on suit la nouvelle en permanence, Ouais. on la suit. Et d'ailleurs, preuve est qu'on la suit. Si on la suivait pas aujourd'hui, ce serait pas... Je veux dire, en ce moment, l'été a commencé là, dans les médias. La une, je pense, de plein de médias, c'est le kangourou de Boucherville qui s'est échappé. Et puis là, tout le monde capote. Un kangourou à Boucherville. Et ça va rester pendant des semaines. Là. Donc, si on avait vraiment... on avait un petit peu plus dedans pour attaquer nos gouvernements, je suis pas sûre que ce serait ça. Non, tout à fait. Et votre essai est intéressant parce que vous dites... Puis moi, c'est drôle, j'ai fait de la radio à Ici Première, mais l'information, on se croise, mais c'est une autre game. Mm-hmm. Et vous l'avez connue. Et vous la décrivez, et ça permet de comprendre mieux pourquoi on a les médias qu'on a. Mm-hmm. C'est un peu à qui la faute. C'est pas oui, les journalistes, mais je pense que c'est la structure, c'est les patrons, c'est comment bon. Et on va un peu discuter de ce qui se trouve dans votre essai. Donc, vous avez grandi à Montjardin, au pied des Pyrénées? Oui. Dans les Pyrénées. Et là, vous parlez de qui est Maryse Burgot? Alors, Maryse Burgot, c'est une grande reporter de France Télévisions. Ouais. Et moi, j'étais... Moins connue ici. On parle des années 90? Oui, des années 90, Ok. 2000. Ok. Ouais. Maryse Burgot. Elle est encore à France Télévisions, Ok. correspondante. C'est vraiment une sorte de monument. Donc, c'est une journaliste, comme on dit ici, à l'international. À l'international, Ok. oui. Une correspondante. Et moi, j'étais complètement admirative d'elle quand j'étais adolescente parce que j'ai beaucoup écouté la télé. Ouais. En grandissant à Montjardin, les activités étaient parfois limitées. Et j'ai écouté tous les soirs le journal télévisé de France 2. Et Maryse Burgot, c'était ce genre de femme on avait l'impression qu'elle changeait le monde à coups de peau, qu'elle pouvait avoir un impact. En tout cas, elle donnait l'impression de ça à la télé. Et est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la bonne question. Mais voilà, je pense que c'est ça qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire du journalisme. Et là, comment vous arrivez à Radio-Canada? Au Manitoba, c'est-tu votre première affectation? Non, je commence dans la salle de nouvelles à Montréal. OK. Ouais. Donc, vous postulez et... C'est mon stage. OK, bon, voilà. C'est un stage et après, je suis embauchée au Manitoba, Ouais. à Winnipeg. Et là, il y a un clash, j'imagine, en arrivant là-bas. On apprend qu'il y a un chef métis qui refuse de vous parler. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il trouve que vous n'avez pas les... Mais à raison. Ouais. Le pire, c'est qu'il avait complètement raison. Il disait, voilà, s'il faut commencer à vous expliquer, vous, la française, toutes les histoires, tout notre patrimoine. Non, mais là, c'est sûr, oui. Puis moi, je venais d'arriver la semaine d'avant, là, puis on baigne dans des sujets dont on n'a aucune connaissance, on comprend pas, même... C'est ça qui me dérange dans les régions, c'est que parfois on arrive, on est parachuté. Ouais. Puis c'est le système radio-canadien fonctionne comme ça. Mais Ouais, d'ailleurs, ouais. il fonctionne probablement dans d'autres médias comme ça aussi. On est parachuté. Pour ceux qui ont des antennes régionales, mais il n'y en a plus beaucoup tant que ça. Je pense que les personnes, les enjeux de ces endroits mériteraient mieux d'avoir des journalistes qui font que passer là. Et puis, souvent, ce qui est surprenant aussi, c'est quand on est dans ces endroits, que ce soit en Acadie ou au Manitoba, c'est que les caméramans, souvent, sont beaucoup plus de connaissances, une meilleure analyse du terrain et une meilleure analyse de tout ce qu'on a que nous, les jeunes journalistes. Là-bas, puis sont installés là-bas. Oui, c'est ça, parce que sinon, puis ça change tout le temps. L'idée, c'est qu'on va se faire la main en région. Donc, quand on va se faire la main, on change. Parfois, on passe 6 mois, 3 mois. C'est comme des pions, mais en fait... Mais ça traverse tout votre essai. C'est l'idée des journalistes surnuméraires, la non-sécurité d'emploi, le fait de se promener, d'occuper une nouvelle chaise tout le temps. Et ça, c'est difficile de pas croire que ça finit pas par avoir un impact. Ah ben c'est sûr. C'est sûr. Ouais, parce que ça a un impact sur la qualité de l'information. Ouais. Vraiment, dans le sens où on n'a pas le temps de développer des sujets. Quand on change de chaise tous les matins, quand on est envoyé au juridique une après-midi, le lendemain à l'économie, on peut pas se dire « Ah tiens, je vais essayer de creuser un sujet ou de développer quelque chose ». En fait, on peut jamais créer la nouvelle. Donc, on fait juste la suivre. Ouais. Encore une fois, on colporte qu'est-ce qu'a dit le communiqué de presse, qu'est-ce qui s'est passé, le kangourou de Boucherville s'est échappé, mais on peut jamais créer nos propres histoires. Et ce qui est dommage, parce que pour moi, c'est un peu la définition du journalisme. Je pense que le journalisme, ça devrait être de faire savoir ce qui n'est pas su et d'aller chercher ce qui est nouveau. Et vous parlez du kangourou, on apprend l'existence de Chartbeat. Oui. Chartbeat, qu'est-ce que c'est? Alors, Chartbeat, c'était un système de mesure de l'audimat. Là, on est à Radio-Canada. Oui, on est à Radio-Canada. On est diffusion publique. Là. Diffusion publique. Voilà. Ouais. Chartbeat. Ouais. Chartbeat est un système de mesure de l'audimat qui calcule en temps réel le nombre de lecteurs par article. Ça, c'était présent en 2016. Est-ce que ça y est encore? Je ne sais pas. Mais c'est 2016. C'est resté pendant longtemps, mais moi, depuis 2023, je ne sais plus ce qui se passe à Radio-Canada.
Est-ce que je peux pas vous rassurer? Parce que Oui, j'ai j'imagine. encore des contacts là-bas Oui. qui me disent que là, présentement, ce qui est à l'essai, c'est des équipes de conseillers qui aident les équipes de recherche des émissions à façonner leur contenu en lien avec les recherches Ouais. sur Google. Ah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Donc, ce que les gens recherchent le plus, on va faire des contenus. Mhm. Mais c'est cette vision de la... Pierre Bourdieu appellerait ça la dictature de l'audimat, où en fait on va sans cesse essayer Ouais. de répondre à ce que la demande veut, où on va penser que nous, on sait ce que la demande veut, on Ouais. sait ce que le lecteur veut, et donc on va essayer de le satisfaire. Ouais. Mais je pense que c'est voir tout le problème à l'envers, en fait. Il faut pas... Et on rappelle, c'est dans un contexte de diffuseur public. Qu'un diffuseur Oui. privé fasse ça, à la limite, on s'entorche. Ben, il cherche ses propres intérêts. Oui, non, mais je veux dire, mais qu'un diffuseur public, puis c'est souvent la critique que je fais pour l'avoir bien connu, puis ce projet-là de balado Mhm. existe parce que le diffuseur public ne fait pas son travail, à mon avis. Sinon, je ne serais pas là. Mhm. J'aurais pas besoin d'être là. Puis c'est ce qu'on me dit souvent aussi. Puis quand je lis votre essai, je me rends compte que c'est encore plus profond que je pensais, en fait. Je vais vous citer. Je pense que vous êtes rendu peut-être en Acadie. À la station, j'ai un collègue qui écrit ses topos à l'avance. Il écrit son texte, les passages où il parle à la caméra, entre parenthèses, qu'on appelle les stand-up, parce qu'il y a un vœu de vulgariser aussi le Oui. métier dans votre essai qui est vraiment intéressant. Donc, il écrit son texte, les questions et même les réponses des gens qu'il n'a pas encore rencontrés, mais à qui il essaie de faire dire ce qu'il a écrit, lui, il est toujours dans les temps, parce qu'il y a toute cette idée aussi de temps. rentrer dans les formats. Absolument. Et à la fois, je peux pas le blâmer à 100% parce que quand Ah non, on mais nous... il joue le jeu. Il joue le jeu, dans le sens, quand Ouais. on nous envoie faire des topos à 10h et il faut rentrer à 15h à la station avec un topo clé en main, 3 intervenants, Ouais. on finit par faire un peu n'importe quoi. Et Ouais. moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai même inventé des intervenants une fois. Et j'ai honte. J'ai pris une pauvre adolescente à une caisse, je lui ai fait jouer, je lui ai mis un costume d'Anne et la maison pignon vert, je l'ai mis... Oui, parce qu'il fallait couvrir l'engouement de. Il fallait de la- couvrir la l'engouement fameuse de... série Exactement. Et j'avais honte. Je me disais, j'ai inventé un topo. Mais au final, c'est passé. Ça nous arrive souvent. vous dites souvent que c'est les coupes à Radio-Canada, parce qu'il y a eu des coupes. Mais en lisant votre essai, je me disais, oui, il y a ça. Mais on parle quand même d'1,3 milliard de budget actuellement. Mhm. Le secteur numérique a été bonifié. Est-ce que c'est juste un manque d'argent ou il n'y a pas un manque de vision, il n'y a pas une culture qui s'est installée? Tu sais, vous donnez des exemples, puis on en parlera tantôt, là, mais qui sont affligeants. Moi, c'est tout le temps ça, c'est que j'ai toujours l'impression... J'ai rarement, dans toutes mes années à Radio-Canada, et même j'inclurais Télé-Québec, j'étais 5 ans à Télé-Québec, j'ai rarement rencontré des dirigeantes que je sentais allumés, Mhm. qui avaient envie de faire d'un diffuseur public, parce que c'est surtout ça que j'ai connu, un média d'intérêt public. Et c'était souvent des gens qui avaient gravité par le privé et qui étaient là parce qu'ils sont toujours un peu là. Ils sont toujours à la tête des médias. C'est comme une petite clique qui se promène, travaille un peu dans le privé, travaille en production, revient au diffuseur public, s'en va, c'est pas grave. Et j'ai l'impression que c'est plus le problème que le manque d'argent. Mais en fait, les cadres, je les connais pas vraiment, dans le Ouais. sens où moi, j'étais vraiment une petite main. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais il y a quand même des échelons, J'étais là. en bas Non, il de y l'escalier. a quand même je- des ouais. échelons. Vous Oui, avez oui. des patrons, des patronnes. Oui, non, bien sûr. Puis je vous avoue que dans votre essai, ils paraissent pas souvent bien. Là. Le truc de l'Afrique, là. Oui, ça, c'est quelque chose quand même. Racontons-le. Là, je veux dire, là, vous êtes de retour à Montréal. Oui, je viens de rentrer à Montréal de Russie. Il y a eu la COVID. Oui, voilà. Ça, on va en parler tantôt du Moscow Times, c'est quelque chose. Ouais. Et là, c'est la fin de l'année budgétaire. Ouais. Il y a de l'argent à dépenser. Il y a toujours des surplus à dépenser Ouais. avant la fin de l'année. Et la patronne est très intéressée par l'Afrique. Oui. Non, c'est juste qu'on m'a convoqué pour une réunion pour trouver des idées de reportage pour un reporter qui est d'ailleurs très bon, hein, qui s'en allait Ouais. en Afrique. Ouais. Il fallait partir en Afrique. Mais Ouais. déjà, la manière dont on le dit, c'est l'Afrique comme un pays. C'est vraiment cette idée Qui de... parle l'africain, Oui. cette langue. C'est quand même grand. Puis on convoque la réunion, tout ça. Puis là, ils veulent des sujets. Puis là, je dis, bah, moi, je suis la recherchiste qui doit trouver tous les sujets. Ouais, ouais. Puis ils me disent, je dis, bah, les sujets, quel angle? J'ose demander la question, quel angle? Est-ce qu'on veut? Puis, non, pas des trucs de famine. Non, pas les guerres, tout ça. OK? L'Afrique, le fun. L'Afrique, le fun. Fait que là, ils me disent, tu sais, des trucs. Et là, j'essaye de comprendre. Je dis, environnement, social, culture. Il me dit tout. Tout. Ils voulaient tout. Ils voulaient technologie, tout. Et je dis, bah,
les pays, peut-être la zone, au moins même si on ne cible pas des pays, cibler une zone quelque part. Parce qu'il y a quand même 2000 langues. Oui, c'est ça, il y a plus de 2000 ethnies. Bon, faut quand même... C'est immense. Élaguer un peu. Puis là, je disais, c'est ce que si on peut pas, je veux dire, même d'un point de vue logistique, là, si on envoie quelqu'un au Sénégal et qu'après il faut l'envoyer à Madagascar, ça va être, c'est quand même c'est compliqué. Et non, ils m'ont dit avec un arrêt au Maroc entre les deux. Non, c'est ça. Et là, ils m'ont dit tout, sauf l'Afrique du Nord un peu, parce que bon. On les connaît. C'est moins le fun. Ceux-là, ils sont différents. C'est comme s'ils disaient ça quasiment. Puis c'était troublant comme réunion. Puis à un moment donné, il y a vraiment quelqu'un qui a échappé le mot pays pour dire Afrique plutôt que continent. Puis c'était désespérant. Puis je pense que le reporter était aussi désespéré que moi. Oui. On s'est fait, on a essayé de trouver des choses à faire, mais oui, là, je pense que c'est une histoire de manque de vision de la part d'un cadre peut-être, mais plus largement, l'info en continu quand même, c'est troublant, c'est gênant en fait, parce que tout cet argent qu'on dépense à mettre en permanence dans attention, nouvelles de dernière heure, et surtout des nouvelles de dernière heure qui, au final, c'est très dur d'informer quelqu'un comme il faut sur la dernière heure, par exemple pour la guerre. Nouvelle de dernière heure, telle bombe est tombée à tel endroit dans Kharkiv. Mais au final, sans aucune explication, sans aucune compréhension du contexte historique, géopolitique. Et ça, c'est troublant. Et je pense que c'est pas juste que c'est inutile, c'est que ça nuit, en fait. Ah, vraiment? Moi, je suis d'accord avec vous. Puis cet argent-là pourrait servir à faire des rendez-vous qui seraient pas nécessairement continus, mais qui donneraient de l'argent à des journalistes à la recherche pour faire du travail que tout le monde réclame, du journalisme d'enquête, des grands reportages, et de prendre le temps. Et vous avez raison. Et que LCN joue le jeu avec parce que c'est eux un peu qui ont commencé. Je suis pas sûr chronologiquement si c'est les premiers, mais à mettre des ex-politiciens, des ex-gestionnaires qui discutent de tout, puis vous le dites, là. Puis même, c'est fou dans votre essai parce que vous décrivez comment ça fonctionne quand on invite quelqu'un ou quand on n'invite pas quelqu'un. Mm-hmm. Et là, j'apprends l'existence d'un bottin où les gens sont notés selon mou, pas mou, intéressant. Alors, racontez un peu. Alors, c'est quelque chose. Ils sont pas notés. C'est juste le bottin des recherchistes qui est à l'interne. Mais ils sont qualifiés. Il y a des petites notes qu'on peut mettre dans le bouton. Et on peut écrire, en l'occurrence, si la personne est bon vulgarisateur. Donc, par exemple, il y a ceux qu'on voit tous les jours à la télé. Eux, c'est vraiment excellent vulgarisateur. Très, très bon. Et ce qu'on aime aussi, c'est quand ils sont réactifs, quand ils sont capables d'arriver en 30 minutes au studio. Et il y en a qui sont... On se demande s'ils habitent ou ils campent à côté de Radio-Canada parce qu'ils arrivent à arriver à des vitesses records au studio, maquillés tout près. Mais la plupart des chercheurs, que je trouve intéressants aussi, ne sont pas toujours capables de faire ça. Ils ont aussi des charges de cours, ils ont de la recherche. Oui, ils ont des vrais jobs. Il faut qu'ils fassent de la recherche, ils ont des tâches administratives. Rajoute à ça la vie familiale, peut-être que ce soir-là, ils gardent les enfants. Ça devient compliqué de cette immédiateté. Et puis, c'est pas non plus des personnes qui sont toujours habilitées à s'exprimer en 2 minutes 30 dans un format télé et résumer une pensée très complexe sur laquelle ils ont travaillé pendant des années aussi rapidement. Et là, vous donnez l'exemple, là, j'essaie de le retrouver pendant la COVID. C'est quelque chose parce que ce que vous dites, c'est que il faut des gens pour commenter. Il y a des points de presse à chaque jour. Mm-hmm. Et dans le fond, les gens qui vont être appelés à commenter, on sait exactement ce qu'ils vont dire. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et ils ont, à la limite, même pas besoin d'attendre le point de presse et y réagir, puisqu'on sait ce qu'ils vont dire et c'est ça qu'on veut qu'ils disent. Mais tout était un petit peu orchestré comme ça, honnêtement, de l'intérieur. Tout le monde savait un petit peu... Et c'est des épidémiologistes. Là. Je veux dire, c'est des gens qu'on dit qui savent de quoi ils parlent, mais en fait, ça crée l'illusion qu'il y a une espèce d'unanimité, alors que c'est plus ou moins le cas. Puis on l'a bien su pendant la COVID et après qu'il y avait des tensions avec Arruda. Bon. Et les médias, je trouve, ont joué un peu la game du pouvoir, alors qu'on avait besoin peut-être d'une distance qu'on n'a pas beaucoup eue. Mm-hmm. Ah, mais tout à fait. La COVID, c'était surprenant à couvrir en tout cas de l'intérieur, parce qu'on devenait aussi... Moi, j'étais la première à être complètement COVID-anxieuse. Et ça le dit, c'est nouveau pour tout le monde, incluant les journalistes, là, cette situation est inédite. Fait que je veux pas lancer la pierre aux journalistes nécessairement, parce que c'est un système... Il y a des gens qui prennent des décisions, puis les journalistes n'ont pas toujours la marge de manœuvre pour dire non. Ils sont un peu des ouvriers de l'information, à part les vedettes, puis vous le décrivez bien aussi dans votre essai, toute cette game entre la hiérarchie de qui est à Montréal,
vous avez souvent, dans votre travail, fourni des journalistes vedettes, entre guillemets. Vous êtes un peu les travailleuses et travailleurs de l'ombre. Et vous servez peut-être un peu à rappeler aux journalistes permanents que s'ils sont pas contents, ça pourrait être pire, ils pourraient être surnuméraires. Ouais, ça c'était une petite blague Oui, marxiste. mais ça parle quand même. Oui, non, c'est vrai. Par contre, on est vraiment à peu près environ, je pense qu'il y a des gens qui sont penchés sur le sujet. Ouais. Combien de surnuméraires Radio-Canada? Ouais. On devrait être environ un tiers. Ouais. Donc, un tiers de personnes qui peut se faire appeler à toute heure. Et vous avez 10 minutes pour répondre? Oui. Ça a changé, ça? C'était 5 minutes avant. C'est incroyable. Et ils ont changé pour 10 minutes. Et ça, c'est incroyable parce que cette convention collective-là, elle a été approuvée à 80% par le syndicat. Donc, il y a des gens qui étaient en faveur de ça, de dire « Ah oui, c'est bien les surnuméraires. Quand ils sont sous la douche, s'ils répondent pas au bout de 10 minutes, on va pas pouvoir les prendre. » Ils soi-disant qu'ils sont plus flexibles, mais moi j'ai toujours compris que les règles étaient restées et tu peux repasser en bas de la liste d'appel si jamais tu décroches pas au bout de 3 fois. Exactement. Et vous m'avez fait rire à plusieurs endroits dans votre essai. Je pense pas qu'il faut avoir travaillé à Radio-Canada pour apprécier pleinement l'essai, mais à un moment donné, vous parlez des syndicats, puis vous dites le responsable syndical que je vois habituellement seulement à la sortie sur une table à nous donner des hot dogs. Et c'est vrai qu'à Radio-Can, les activités syndicales, c'est toujours ça. C'est un camion avec des speakers, du boom-boom, de la musique dance, et ils donnent des hot dogs. Ou Poutine. On va rester dans la poutine. Oui. Et on va faire... je veux qu'on parle de votre affectation. En fait, vous partez, vous quittez Radio-Canada, je ne sais pas quelle année, pour aller au Moscow Times? Oui, c'est ça. Quelle année? 2018. OK. Et pourquoi le Moscow Times? Pourquoi le Moscow Times? Un hasard. C'est arrivé, c'est un ami qui avait travaillé là, qui m'avait... en tout cas, d'abord, j'ai déménagé en Russie. Oui. J'ai déménagé... Avant de rien faire. OK, vous vouliez aller en Russie. Exactement, oui. Okay. J'ai pris la fuite. En fait, ce que je dis pas dans le livre, c'est qu'entre-temps, j'ai travaillé dans la presse régionale française. OK. Donc voilà, et c'est ça. J'ai travaillé pour le Télégramme, un journal breton. Okay. Et quand ils m'ont demandé de faire un publi-reportage, je me suis dit, c'est pas mieux ici non plus, ça marchera pas. Autre désillusion. Oui, c'est ça. C'en était une autre, mais elle n'est pas dans le livre. Okay. Mais partant en Russie, vraiment, genre... Je veux découvrir ce pays. À l'aventure. Puis je me disais aussi que si j'apprenais la langue, si j'apprenais le russe, j'avais commencé déjà à apprendre le russe un petit peu. Puis je me disais, si j'avais un bon russe, ce serait plus facile pour moi d'être correspondant. Parce que j'avais envie de faire du journalisme international. Puis ça m'avait toujours fasciné. Donc je suis partie en Russie, j'ai appris le russe, j'ai vécu dans une commune avec 17 personnes. Et j'ai trouvé un emploi au Moscow Times parce que la personne s'en allait. Et puis. Et parle-nous un peu de cette. Est-ce qu'on peut dire un journal, organe de presse? Ah, c'est un journal, oui. C'est un journal. Avant, ils avaient un journal. Ils ont arrêté, comme tous les journaux, de publier sur papier. C'est un journal qui avait été fondé par un Néerlandais. Oui. Et en fait, en 91, donc à la chute du mur. Puis l'idée, c'était un petit peu d'informer l'Occident de qu'est-ce qui se passait en Russie tout en étant indépendant. Puis, comment est financé? Financé par des donateurs Et des abonnements, j'imagine? Oui, c'est ça. Oui. Donc, pas beaucoup de moyens? Pas beaucoup de moyens. Très peu de moyens, quand même. Ouais. Même très, très peu de moyens. Et là, vous arrivez dans la salle de rédaction et il y a plein de journalistes du New York Times, Guardian à l'époque. Ou qui avaient des stages là-bas. C'était vraiment c'est vu comme un tremplin, le Moscow Times, pour les correspondants étrangers. Souvent, ils passent par là et après, ils obtiennent des postes. D'ailleurs, mes anciens collègues, il y en a un qui est correspondant pour The Guardian. Ils se sont bien sortis, là. Wow. Et Moscou, donc, c'est la première affectation de cette bourgeoisie, parce qu'on peut la décrire comme ça. Les journalistes internationaux, vous le dites, là, c'est... des fois, ils ont des chauffeurs, écoles privées pour les enfants, les taxis, résidences fournies. C'est vraiment... en fait, c'est une promotion. Là. C'est ça, mais il y a vraiment différents profils dans les correspondants. Parce qu'il y a ceux-là, souvent ça vient avec les télés. Donc les télés américaines, australiennes, anglaises, canadiennes. Oui. Mais il y a vraiment les pigistes de l'autre côté qui sont aussi présents, qui souvent se fréquentent d'ailleurs. Mais les pigistes, eux, c'est vraiment c'est autre chose. Ils vivent en colocation à 3 personnes, ils ont leur propre matériel. Ils essayent absolument de vendre des feuillets. Puis c'est ceux qu'on appelle à Radio-Canada quand c'est le dimanche et que le correspondant n'est pas là, et là on appelle quelqu'un, il est avec ses écouteurs, il se branche, il met une sorte de photo du Kremlin derrière lui, puis ceux-là, ils sont payés $150 pour leur intervention, puis eux, ils en arrachent. Ah ouais. Ouais. Et c'est intéressant. Et ils fournissent les autres? Oui. Toujours? Oui, puis ils sont fixeurs aussi parfois. Ça arrive. Les fameux fixeurs, donc ceux qui aident les vedettes. Ouais. Quand ils arrivent dans un pays pour gagner du temps, pour rapidement parler aux bonnes personnes. Oui, c'est ça, un fixeur. C'est bon de le rappeler, c'est ça. Souvent, c'est des personnes aussi qui sont locales, donc les fixeurs en Russie, c'est des Russes, principalement, qui ont un très bon niveau de français, un très bon niveau d'anglais, puis qui vont bien comprendre qu'est-ce qui va intéresser le correspondant international, qu'est-ce qui va intéresser la personne qui vient juste faire un reportage. C'est ça. Parce que, par exemple, pour le 9 mai,
Chaque année, il y a toutes les télévisions du monde qui viennent voir le grand défilé sur la place rouge. Et là, il faut des fixeurs. Il en faut beaucoup. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ça. C'est la formation continue et cette idée qu'il faut toujours, même pas juste à la télé, parce que maintenant, avec Twitter, on dit toujours de tweeter. Il faut alimenter. Ouais. Alimenter, c'est le mot qui revient. Alimente-nous. Il faut toujours remplir du temps. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, qu'on ait l'impression qu'il se passe quelque chose, même quand il se passe rien. Mais moi, je pense qu'il devrait, en fait, quand il se passe rien, on devrait rien dire, tout simplement. On pourrait. Et laisser les journalistes travailler sur leurs affaires, les laisser développer des sujets, les laisser enquêter, parce que ça sert à ça, un journaliste, un petit peu quand même, enquêter. Ça devrait. Oui, et pas juste ceux qui sont à l'équipe d'enquête. Là. Tous les journalistes devraient être capables de trouver leur sujet. Au Moscow Times, on rappelle, c'est un journal indépendant, donc c'est un des rares journaux qui critique, à l'époque, le gouvernement de Poutine. Oui, en anglais. Ouais. Puis ils ont été très critiques de ce qui s'est passé en Ukraine dès 2014. Ouais. Donc, ça a été compliqué aussi. On a perdu les accréditations. On n'avait pas d'accréditation. On n'était pas invité aux événements officiels. Mais non, c'est sûr. Donc, c'était beaucoup de système D. Ouais. Est-ce que vous avez eu peur? Parce que quand on lit l'essai, cette portion-là, on a l'impression qu'on se dit, ben voyons, pourquoi elle est là? Pourquoi risquer d'être bastonné par les forces de l'ordre? Et il y a une réflexion intéressante aussi parce que il y a des manifs, tout ça, vous y allez et vous faites... En fait, vous rappelez que manifester quand on n'habite pas dans un pays... Oui. Puis là, j'ai pensé à la flottille à Gaza, sans rien enlever aux gens qui ont décidé d'embarquer. Mais je les voyais tout de suite après photographier en Turquie, tout va bien, ils reviennent ici. C'est pas le luxe que les Gazaouis ont. Ah ben non, mais tout à fait. C'est ça, c'est que ça fait peur, oui, mais à la fois non, parce que moi, mes 17 colocs, ils étaient tous russes ou kazakhs. Ouais. Et je voyais bien que j'avais un privilège, en fait, d'être une Française. Et je pense que c'est la dimension... Il y a quelque chose d'un petit peu de colonialiste, en fait, quand même, dans la correspondance étrangère, je trouve. Où on va dans un pays, on s'installe, on a l'impression de vivre avec les gens. Mais non, on n'est pas du tout. On vient pas du même endroit, on n'a pas les mêmes droits. Et si jamais il y a un problème, on sait très bien qu'il y a l'ambassade qui nous soutient. Je dis ça à la fois, mon collègue Evan, lui, il a été emprisonné quand même, là, mais ça reste que la plupart du temps, c'est pas comme les Russes qui, eux, vont vraiment... Non, c'est ça. Eux vont rester en prison pendant longtemps ou vont avoir des gros problèmes. Mais moi, tous mes collègues, ils n'avaient plus le goût de manifester, en fait. Oui, c'est ça. Au Moscow Times, est-ce que vous retrouvez la même hiérarchie, la même structure que dans un endroit comme... Est-ce que c'est pareil partout, les journaux, les médias, où il y avait comme une organisation différente? C'était plus libre. C'était quand même vraiment plus le fun au début. Là. Vraiment, j'avais quand même carte blanche pour faire mes sujets. Je pouvais partir une semaine sur un projet. L'idée, c'est qu'on était mal payés, on était pauvres, mais on avait un peu de liberté quand même. C'est souvent l'un ou l'autre. C'est ça, ça arrive souvent. C'est ça. Mais finalement, ça a quand même dérapé un petit peu parce qu'à un certain moment, ils nous ont demandé d'avoir plus de chiffres. Le patron voulait faire de l'audimat sur YouTube. Ah ouais. Je me disais, c'est ça. Donc... on est un journal indépendant, on fera jamais de l'audimat sur YouTube, on n'est pas des influenceurs. Mais donc, on s'est mis à faire des vidéos débiles que j'ai très lâchement données à la stagiaire que je formais. Ah ouais. Et c'est elle qui les a faites, pas moi. Et est-ce que c'est ces vidéos-là qui sont retrouvées à l'agence RT? À l'agence RT? Vous n'avez pas un de vos topos? Oui. Non, ça c'est un vrai topo que j'ai fait. Non, j'ai été citée par la patronne de RT qui s'est comme moquée de moi. RT qui aujourd'hui est interdit en Europe, entre autres. C'est une agence de presse de propagande du Kremlin. Financée par le Kremlin, tout à fait. Ouais, comme Sputnik. Comme Sputnik. Et ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, vous racontez que vous retournez dans votre village. Et là, il y a les manifs des Gilets jaunes. Vous allez à leur rencontre. Et là, il y a tout un discours des Gilets jaunes par rapport aux médias français. Qui trouvent qu'ils arrivent toujours à la fin quand le baston commence. Ouais. Ce qui était le cas au Québec aussi pendant le printemps étudiant. Les médias arrivaient à 10h-5 quand les Black Blocs arrivaient. Et là, les gens sont contents de savoir qu'au moins, il y a l'agence RT. C'est vrai que Rochette Odeil était là. Ils étaient là pour leur parler. Ils leur ont parlé. Ils ont bien fait ça. Ils ont couvert la manifestation comme moi, je l'ai vu. C'est-à-dire avec énormément de violences policières, avec des vieux monsieur qui se font gazer, des histoires. On oublie souvent ça. Et, tout à fait. Et le nombre de morts, des yeux crevés, des mains arrachées. Et au contraire, dans les médias traditionnels, il y avait souvent cette idée que les gilets jaunes, c'était juste de l'extrême droite. Alors que pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et les revendications étaient super intéressantes. On les a dépeints comme ça, beaucoup des coucous, en fait. Oui, mais les revendications, c'était juste des gens qui habitent en région, comme là où j'ai grandi, qui voulaient des infrastructures, des services publics, avoir accès à un médecin de famille, des choses assez simples.
Et au final, ils se sont mis dans RT. Ils écoutaient tous RT. Il y a cette Parce scène... qu'RT a compris que, en étant là, en couvrant ça, on joue la partie de déstabiliser les démocraties. Parce qu'on sent que c'est toujours ça derrière. Mais oui, mais c'est qu'à la fois, eux, ils se sentent représentés par ça. Et quand on va chez eux, moi, ça m'est arrivé chez un monsieur, il écoute RT. RT est allumé en boucle. Et juste là, au moment où j'arrive, il écoute un orchestre du théâtre Mariinsky. Je me dis, waouh! Et il écoute de la musique russe à la maison. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait voir, ce serait que est-ce que les médias traditionnels sont capables d'occuper cette place-là? La place que RT a occupée, est-ce qu'ils sont capables de relayer l'information? Est-ce qu'ils sont capables de relayer les violences policières comme RT l'a fait dans le cas des Gilets jaunes? Ça, c'est la question à se poser. C'est qu'il y a une place à prendre, en fait, médiatiquement. Et c'est à nous de la prendre. Mais pourquoi? En fait, pourquoi? On le sait pourquoi. Ils l'apprennent pas. C'est là que la basse-cour, à un moment donné, la métaphore, elle a ses limites parce qu'on sent vraiment que le pouvoir et les médias, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus entremêlé qu'on peut le penser. Puis je pense que c'est ça qui explique, entre autres, pourquoi on n'entend pas parler de ces violences-là. On le voit présentement avec ce qui se passe avec Montréal-Nord et SPVM. Mm-hmm. Il va tout avoir un travail de attention de ne pas mettre tous les policiers dans le même plat, puis on a besoin de la police, puis c'est une institution importante, alors qu'on devrait avoir un regard médiatique qui nous permet de se demander est-ce qu'on a encore besoin d'une institution comme ça qui tue des gens et qui est raciste? Mais je pense que ces connivences-là, elles ne sont pas organisées. Ah, vraiment, je pense que c'est c'est vraiment une forme d'autocensure où ça se passe dans notre tête de journaliste où on se dit... parce que moi, à aucun moment, j'ai eu un boss qui nous a dit il faut absolument couvrir ça. Ou, non, mais c'était à l'intérieur de l'équipe. On s'est dit, bah oui, c'est normal. Et cela dit, vous relatez une expérience. Vous êtes, je pense, en Acadie. Et là, il y a un proche d'une municipalité. Vous apprenez, en fait, qui a acheté un terrain, qui a revendu 4 fois le prix. Oui. Et ce topo-là, vous travaillez dessus. Oui. Et il ne sera jamais en ondes. Ah si, il va être en ondes. Ah, il va être en ondes? Oui, il va être en ondes après, oui. On va le sortir, mais on n'a juste pas de temps pour travailler dessus parce que ça prenait tellement de temps d'enquêter, d'aller chercher les appels d'offres, d'aller chercher les documents en cours. C'était super compliqué. Et là, vous dites, par exemple, pour un festival un salon des vins, on va mettre 2 jours. Mm-hmm. Puis ça va être des affectations. Il y a quand même des choix qui sont faits pour que le topo sur le stand de patates de Chipagan fonctionne. D'ailleurs, ça va être votre succès sur Chart... C'est mon succès, c'est mon plus grand succès. Peut-être que le topo a été visionné plus de fois que le livre va se vendre dans toute sa carrière. Là, vous savez, quand vous venez à la balado, là, c'est un game changer pour les ventes d'essais. Vous pouvez commencer à magasiner, je dirais pas des chalets, mais un terrain. Un terrain. J'y pensais. mais je pense que c'est la simplification, en fait. La raison pour laquelle on couvre Joe Patate, Joe Patate qui est très bon d'ailleurs, c'est délicieux. Mais non, mais c'est un artisan de la patate. C'est un artisan de la patate. Mais lui, non, parce que c'est quelqu'un d'autre qui a repris le chose de Joe Patate et c'est un topo sur lequel on m'a envoyé pendant 2 jours avec mon collègue René, qui est un collègue hors pair, doué en enquête et on a été tous les deux pendant 2 jours là-dessus et je me suis dit, en fait, je pense que c'est la simplicité. C'est tellement simple comme histoire. Joe Patate, il était là, il avait un restaurant, les frites sont bonnes, c'est simple, c'est émotionnel, mais... c'est feel good, et pour dire ça en anglais, et je pense que expliquer l'histoire d'une bâtisse que la ville a rachetée, ça c'est compliqué quand même. Et je pense qu'on a toujours ce filtre de la simplification extrême, parce que non seulement c'est plus facile à expliquer, mais c'est aussi surtout plus facile à comprendre pour nous journalistes, parce que si on se penche dans un nouveau sujet, il va falloir qu'on comprenne, que nous-mêmes on analyse, qu'est-ce qui s'est passé, ça devient compliqué, c'est tellement plus simple de faire ça. Et avec l'intelligence artificielle, ça va être pire. Vous êtes encore? Aucun regret. Avez-vous encore des amis qui sont dans le milieu? Oui, mais surtout des épuisés professionnels. Oui, parce que ça, il faut le dire, on va terminer avec ça, parce que je veux quand même que les gens lisent votre essai, vraiment. Oui. Puis c'est drôle, les Vox Pop, puis... Oui. Lisez-le. Mais vous donnez des chiffres quand même. C'est pour ça que tantôt, je veux être clair. Des fois, on lance la pierre aux journalistes, mais c'est vraiment la structure, le système, le problème. La détresse psychologique, les dépressions, les taux de dépression chez les journalistes, c'est 20% à peu près. Les chiffres que je pense que c'est 21%, contrairement à comparativement à 4% dans la population en général, épuisement professionnel, vous avez fait un burn-out. Faut quand même le dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et même si ce n'est pas forcément des épuisements diagnostiqués, c'est une sorte de fatigue, une anxiété.
Et je pense que c'est pas juste le fait de travailler avec des nouvelles anxieuses, parce que forcément, quand on couvre la guerre depuis Montréal, c'est anxiogène. C'est pas non plus les horaires de travail qui sont parfois complètement débiles, parce qu'il faut répondre en 5 minutes, ou on a 10, ou on n'a pas de fin de semaine. C'est dur quand même. Les salaires sont pas non plus à la hauteur des horaires parfois, mais je pense que c'est le manque de sens qui est gênant. C'est se dire tout ça pour ça. Rentrer à la fin de sa journée, se dire je suis fatigué, j'ai pas mangé et j'ai couvert une pataterie. Ouais. Je vais parler pour moi. Puis moi, ce qui m'a déçu aussi de tout ce milieu-là, bien que je n'étais pas au milieu dans le domaine de l'information, mais c'est aussi le manque de sensibilité quand tu vas pas bien. Ah ouais. Alors que tu as des formations sur tout, supposément de bienveillance, mais quand c'est le temps de l'appliquer, d'avoir de l'empathie, c'est totalement absent. On est des numéros, à moins d'être en haut de la hiérarchie, où là, on sent qu'il y a une réelle empathie. Puis j'ai retrouvé ça en lisant votre essai. Ce problème-là, c'est milieu toxique, en fait. Ouais. Oui, non, ça arrive. Mais je pense que ça y est, on n'a pas cette empathie-là non plus avec les gens à qui on parle, en fait. Les gens qu'on appelle d'ailleurs les gens. Comme si les gens, c'était une sorte de quelque chose de monolithique et à aucun moment donné... ressource, en fait. Oui, on se pose pas la question et quand ils vivent des drames, on va leur parler. Bonjour, votre enfant est mort, comment allez-vous? Il y a quelque chose de brisé. Et heureusement, il y a des essais comme le vôtre, Héloïse Barguin, qui... je pense qu'il faut le lire pour comprendre ce qui se passe de l'intérieur, parce que c'est rare qu'on ait un témoignage de l'intérieur, parce que les gens le font pas, parce qu'ils savent qu'en le faisant, c'est terminé. C'est un suicide. Voilà. C'est ça. Mais vous êtes encore vivant. Hey, merci, c'est publié chez Éco-Société. Merci. Et là, il y a un roman qui s'en vient, donc. Oui, mais j'en parle pas trop. Non. Et le journaliste, c'est fini? Ah bah c'est fini, ouais. Fini, enterré. De toute façon, c'est même pas moi qui choisis, c'est fini. Non, mais vous pourriez, je sais pas moi, aller dans un autre continent, là, ou un autre pays comme l'Afrique. Non, je suis bien au Québec. Tout va bien. Hey, merci, vraiment. Hey, merci beaucoup. Catherine Chagnon, bonjour. Bonjour, Fred. Numéro 292. 292, oui. De Spirale. Exact. À chaque fois, je le dis. Vous n'êtes pas seul. Présentons. Oui, je suis venue avec mon collègue Renato Rodriguez-Lefebvre, qui a co-dirigé le numéro dont on va parler aujourd'hui et qui aussi est avec moi à Spirale à la rédaction. Ah oui? Oui. Full time. Bonjour. Exact. Bonjour. Renato. Bonjour, Fred. Enquête dans l'archive coloniale. Dans l'archive coloniale. Exactement. Enquête au pluriel. Oui, voilà. Oui, voilà. À chaque fois, je le dis, numéro costaud. Étonnant parce que vous le dites dans votre numéro, dans votre éditorial. Éditorial, oui. La connaissance par les trous. Ah, mais ça, c'est une expression de Renato. Ah, bon, voilà. Oui. Parlez-nous de ça. Oui, la connaissance par les trous. Ouais. En fait, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part Spirale? Bien, je suis notamment chez Spirale, évidemment, mais je suis aussi docteur en littérature comparée, où je me suis aussi intéressé, en fait, aux relations qu'il y avait entre les archives coloniales des Amériques et les littératures autochtones de ce même continent aussi, d'où mon intérêt pour ce genre d'enjeu qui est devenu un dossier maintenant dans la précieuse revue Spirale. Je suis aussi traducteur et auteur aussi, je fais de la critique et toutes sortes d'autres choses en rapport avec les beaux métiers de la littérature. Et vous êtes riche. Oui, exactement, très riche. Intérieurement au moins, intérieurement. Mon compte en banque, je sais pas, mais intérieurement, ça oui. Et comme de fait, en fait, la connaissance par les trous, en fait, ça nous est venu assez intuitivement, en fait, parce que quand on travaille avec les archives et aussi avec les archives coloniales, en fait, on travaille énormément à partir des absences, comme de fait. En fait, c'est pas ce que l'archive dit. Comment ça se manifeste? Mais ça se manifeste assez explicitement, tout d'abord par, je dirais qu'il y a un fantasme dans la pensée, dans la recherche, de trouver des réponses, de trouver de la justice souvent dans l'archive coloniale. Il y a eu des massacres, qui a fait quoi? Parce qu'on a l'impression que tout a été colligé. Oui, c'est ça, exactement. Alors que pas toujours le cas. Non, exactement. Alors que, comme de fait, il y a un genre de désenchantement, en fait, qu'on doit traverser. C'est-à-dire que, finalement, on ne découvre pas du tout, souvent, la violence telle qu'on la fantasmait. En fait, on ne découvre pas du tout les informations qu'on attendait. On ne trouve pas non plus forcément les ancêtres qu'on voulait rencontrer. En fait, c'est par les trous, par les fantômes, par qu'est-ce qui n'est pas dit que, finalement, l'enquête peut se poursuivre. Et c'est ça, c'est cette espèce de geste qui est à la fois niché, mais qui, en même temps, est transversal qu'on a essayé de... C'est ce geste-là qu'on a essayé un peu comme de décliner de texte en texte aussi dans le dossier. Comment on monte un dossier comme ça? Mais je peux peut-être, avant de te laisser la parole, souligner que ce dossier, je pense pas qu'on l'ait dit, a été co-dirigé
par Oui, c'est Myriam Sbi, Oui, voilà. qui est aussi doctorante en littérature comparée Exactement. et qui travaille aussi sur ces mêmes questions. Et je On se demande pense... souvent, hein, littérature comparée, à Oui. quoi ça sert? À quoi sert à ça sert? Oui, Exactement. exact. La connaissance par les trous. Ouais, exactement. La littérature comparée, même Ouais, combat. c'est exactement, tout à fait. Donc, c'est ça. Comment on articule Ouais. un dossier comme ça, une réflexion comme ça, et on demande à des auteurs, des autrices. Bien, en fait, c'est plus simple que ça en a l'air. C'est-à-dire que tout d'abord, on en parle bien évidemment avec les collègues de la revue, le comité de rédaction, et avec Myriam aussi. Tout un travail. On imagine c'est qui les personnes qu'on souhaite inviter. Et il s'avère aussi quand même, pour être assez honnête, que beaucoup de ces gens aussi qui sont par ailleurs des amis, Philippe Blouin, Philippe Némé-Nombré, c'est aussi des amis, des collègues. Donc, on invite les gens et on espère aussi, et c'est là qu'il y a un petit pari quand même qui se fait à chaque fois au niveau éditorial, c'est qu'on espère quand même qu'entre les textes, il va y avoir de la résonance aussi, parce que pour être très, très transparent, même et moi, et je pense peut-être aussi un peu Catherine, il y avait peut-être un peu une crainte initialement que ça paraisse un peu une niche, que chaque personne présente comme un objet, mais que ça soit pas vraiment en résonance avec ce que l'autre personne discute, ce que l'autre personne présente dans son texte. Parce qu'on recevait les gens de Liberté, en fait, Claire Ross au dernier épisode, et ils ont aussi une réflexion. Fait que j'imagine que... Il y a quelque chose dans l'air, oui, absolument. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions entre les collègues de Liberté et nous sur ces questions-là, Renato. Oui. Pourquoi? Est-ce que parce que les archives sont disponibles plus qu'avant? Parce que les sensibilités changent? Parce qu'il y a des nouvelles personnes avec des nouvelles perspectives qui ont envie d'investiguer? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, je dirais toutes ces réponses, c'est-à-dire que d'emblée, évidemment, il y a une nouvelle sensibilité qui émerge en ce qui concerne évidemment les enjeux coloniaux et les perspectives décoloniales. Mais je pense aussi que ça, c'est un petit apport peut-être de ce dossier dans ce vaste champ de réflexion et d'enjeux politiques. C'est aussi, je pense que quand même, en ce qui concerne les connaissances décoloniales, les perspectives décoloniales, on en est aussi à un point où est-ce qu'on est aussi capable de nommer, je pense, des enjeux un peu en rapport avec le désenchantement de qu'est-ce que les archives ne nous donnent pas, des difficultés aussi à créer de la justice épistémique à partir de textes aussi. Je pense qu'on est rendu peut-être à un moment où est-ce qu'on peut parler des enjeux sensibles autour de ceci sans pour autant abandonner les luttes qui correspondent, qui sont liées au texte qu'on travaille aussi. Oui, j'aimerais peut-être ajouter un peu dans ce sens-là. Il y a comme une espèce de filon psychanalytique peut-être qui n'est pas nommé dans ce dossier-là sur justement les fantasmes autour de l'archive. Et ce que le dossier fait, il déconstruit des fantasmes autour de l'archive. Vous nommez dans votre texte de présentation le fameux texte de Jacques Derrida, Mal d'archives, qui s'inscrivait dans une mouvance là, dans les années 2000 sur vraiment une sorte de fétichisation des archives papier. Il y a Arlette Farge, que moi je cite dans mon éditorial aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Le goût de l'archive, où il y a vraiment cette espèce de grande névrose, passion névrotique pour le papier, pour les archives, et avec un tel dossier et avec le paradigme de l'enquête et de l'investigation qui est peut-être aussi la part originale du dossier, un paradigme qui est très fort dans la littérature en ce moment, Renato et Myriam ont réussi, si on veut, à contourner les lieux communs autour de l'archive et à nous plonger dans un jeu aussi, un peu enquête policier, et à traverser toutes sortes aussi de névroses et de psychoses autour de l'archive qui sont différentes de celles auxquelles on était habitués c'est vrai que dans la littérature passée. C'est dense. On plonge là-dedans et c'est toujours la même chose. Il y a un enchantement avec Spirale, c'est que on pense que c'est pas accessible et ça l'est. Puis je pense que Dali Giroux donne le ton pour ce dossier-là. Le rapatriement de la Constitution, ça fait partie de la mythologie québécoise, racontée, répétée. Bon. Et Dali Giroux, admettons que le rapatriement de la Constitution est un gain-pied, qui risque un coup de pied là-dedans, avec sa perspective, évidemment, décoloniale. Parce que, bon, elle parle du lieu dit Asticou. Et là, on découvre, c'est ça. Et avec aussi toute la verve de la plume de Dali Giroux. Et je trouve que c'est une bonne idée d'ouvrir, si ma mémoire est bonne, le dossier ouvre avec ce texte-là. Parce qu'on plonge dans un univers qu'on pense connaître, et finalement, non. Oui, puis l'idée, en fait, c'était de partir un peu d'ici, puisqu'évidemment, pour beaucoup de gens, quand même, l'archive coloniale, elle doit se situer tout d'abord ici, à Montréal, au Québec, ou soi-disant au Canada, qu'importe. Et donc, ce texte-là, en quelque sorte, ça permet de se situer ici tout en altérant ou tout en rendant un peu étranger aussi. Tout à fait, c'est vraiment. C'est ici, oui. Oui. Et tout de suite après, il y a le texte de Myriam Attabi
sur un essai que je dois lire. Oui, tout à fait. De Pierrot Ross Tremblay. Une Exactement. énorme brique. Oui, une grosse brique. Une bonne brique. Là, mon anglais, On te pardonne. c'est de l'anglais littéraire. Oui, To Shall Forget. Voilà. To Shall Forget, T-H-O-U. Oui. Qui est juste avant la Saint-Jean. Oui. Un texte vraiment coup de poing aussi. Oui, tout à fait. Vraiment. Parlez-nous un peu de ce texte. Oui, le texte de Myriam Matabi, écoutez, c'était assez clair qu'il fallait l'inviter, Myriam Matabi, puisqu'elle-même, elle travaille beaucoup aussi avec les communautés autochtones, elle est aussi impliquée à la Ligue des droits et libertés du Québec. Et en quelque sorte, c'est aussi parce que Pierrot Ross Tremblay, quand même, son essai, c'est quand même l'un des rares penseurs autochtones à avoir exclusivement travaillé quand même sur l'oubli colonial. Oui. Et qui est quand même aussi un... Au sein même des communautés autochtones. Oui, au sein même de sa communauté. Que je trouvais novateur parce qu'il Oui, tout à raconte fait. comment il peut y avoir un clash au sein même des communautés par rapport à qu'est-ce qu'on fait tout à fait. avec ce qu'on a vécu ou ce qu'on n'a Exactement. pas vécu ou ce qu'on Exactement. pense qu'on a vécu. Ce qu'on a refoulé aussi. Exactement. Avec les secrets qu'on se raconte et qu'on se raconte pas aussi. Donc oui, à cet égard, je trouve que ce texte a une double valeur aussi parce que, comme vous l'avez dit, il y a une critique qui est faite à l'égard de l'Organisation de la mémoire au Québec, évidemment, ça c'est clair, mais il y a aussi quelque chose qui évite d'idéaliser, je trouve également, la position d'une communauté autochtone au sein même de ces conflits-là aussi, en montrant qu'il y a aussi des gens à l'intérieur des communautés qui peuvent refouler, qui ne sont pas nécessairement, qui ne performent pas une décolonialité ou une décolonisation comme on pourrait s'y attendre aujourd'hui aussi. Puis ce texte-là, c'est pas un hasard, j'imagine, on appelle ça un travail éditorial. Et tout de suite après le texte de Dany Giroux. C'est que c'est à peu près les mêmes époques par rapport à la guerre du saumon. Alanis Obonsawin a fait un documentaire extraordinaire là-dessus. Avant de lire le texte, allez revoir le documentaire d'Analis Obonsawin parce que c'était littéralement une guerre. Il y a eu des morts. Il y a eu 2 jeunes qui ont été assassinés carrément par les forces policières sur la rivière Moisy. C'était vraiment de bloquer l'accès à la pêche ancestrale à tous les autochtones pour la réserver aux clubs de pêche privés. On nomme peut-être Incident à Ristigouche. Oui, exactement. Et il y a une très belle image de ce film-là qui est reproduite dans le texte aussi. C'est vrai. C'est un film de l'ONF. Renato, on va parler de votre texte. Oh, merci. Qui est... Je pensais pas qu'on allait réentendre parler du calendrier Maya. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je pensais que c'était fini. Et non, ça, c'est quoi le... le calendrier Maya? Est-ce qu'on peut parler d'une quête? Oui, c'est tout à fait. Dans mon cas, c'est sûr que c'est une quête qui renvoie quand même à des recherches profondes quand même et très personnelles que j'expose comme ça aussi, qui renvoie aussi à des choses que j'ai travaillées pendant ma thèse, que j'ai essayé, je veux pas dire de romancer, mais disons de rendre un peu plus narratif d'une certaine manière. Tout en nommant... de la littérature. Oui, exactement. Tout en mettant les points sur les « et » aussi par rapport au racisme, aux enjeux de perception qu'on peut avoir ici depuis le Nord, envers un pays comme le Guatemala et les Mayas, mais aussi toutes les couches de racisme assez complexes aussi qui se superposent au sein même du Guatemala aussi. Donc, j'ai essayé de m'insérer modestement là-dedans, dans cette trame, tout en montrant, et j'espère avoir réussi, montrant une espèce de ping-pong aussi qu'il y a entre des amis d'ici, des amis d'Ondinoc, donc la première troupe de théâtre autochtone fondée au Québec, et les liens qu'il y a aussi avec le Guatemala, et moi là-dedans comme une espèce d'enquêteur qui disparaît aussi en quelque sorte. Est-ce que vous avez des origines guatémaltèques? Oui, tout à fait, via mon père, oui. C'est pas dit explicitement dans le texte, mais c'est ça, mais sous-entendu un peu. Voilà, parce qu'il y a le Lefebvre aussi. C'est vrai que ma mère était de Lefebvre. Je sais pas si c'est lequel Lefebvre. Ah oui, mais oui, moi... Quelle région? Je pense qu'elle venait de Saint-Paul-de-la-Bossford, donc de Montérégie. Ah ouais, OK. Saint-Hyacinthe. Oui, d'accord, on est peut-être... cousins éloignés. Exactement, on se retrouve, en quête. Plus de ce côté-là que du côté guatémaltèque. Dans la généalogie. Il faudrait fouiller les trous dans notre généalogie. Oui, s'il vous plaît. Et s'y insérer et réfléchir. Tout à fait. Exactement, trouver comme un arbre généalogique. Mais parlez-nous du Popol Vuh, oui. Popol Vuh. Oui, tout à fait. C'est la langue kitché? Oui, c'est la langue kitché, exactement. Okay. C'est une langue que j'apprends encore en ce moment, par ailleurs, que je peux traduire aussi des passages de ce même texte. Aussi, je l'ai fait un peu pour ma thèse il y a quelques temps déjà. Et en fait, le Popol Vuh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, c'est un texte classique de la mythologie kitché, mais qui est aussi vénéré par d'autres communautés autochtones mayas au Guatemala et à l'extérieur même du Guatemala aussi. Parce que les mayas, c'est pas juste l'homme, là. Non, c'est ça que vous nous dites, oui, exactement. Non, c'est une grosse gang. C'est pas juste ça. Non, exactement. C'est à peu près 6 à 7 millions de personnes. Donc, c'est quand même une grosse gang de chums. Sur un territoire quand même assez étendu, là. Oui, tout à fait. Le Chiapas au Mexique, le Yucatan, le Guatemala, un tout petit peu aussi. Le Belize? Un peu au Belize aussi et un tout petit peu aussi au Salvador également. Et évidemment, par la diaspora, il y en a aussi aux États-Unis et aussi même au Québec par ailleurs. Et donc, le Popol Vuh, ce texte de récit du monde, en fait, ce qui est assez incroyable,
c'est que lorsque les Espagnols ont envahi le Guatemala... Excusez-moi, donc c'est une cosmogonie? Oui, c'est une cosmogonie. Okay. C'est vraiment un récit qui présente les origines du monde. Ouais. Et ce qui est assez époustouflant avec ce texte, c'est que lorsque les Espagnols ont envahi les plateaux guatémaltèques, ils ont détruit toutes sortes de textes, toutes sortes de monuments, bien sûr. Et il y a un chic type, un aristocrate kitsché, qui, en apprenant à écrire avec l'alphabet latin, a retranscrit le texte vers 1554-1558. Ouais. Il y a une copie qui est restée dans un village guatémaltèque et il y a un prêtre qui, en 1700, a eu accès à cette copie-là, qui en a fait une copie tout en traduisant pour la première fois le texte en espagnol. Wow. Et ce texte-là, avec donc les 2 colonnes en kitché et en espagnol, c'est le texte original qu'on a aujourd'hui, mais qui maintenant est à Chicago à cause des déplacements et des vols que je résume dans le texte aussi. Ouais, j'essaie de faire un peu de suspense. Oui, on veut que les gens lisent le texte. Et voilà, je ne veux pas faire de divulgachage. Non, parce qu'il y a un punch. Il y a un punch. Oui, tout à fait. Et donc, ce texte, qui est un texte vraiment majeur, qui a été énormément étudié, mais qui est aussi très, très présent encore au Guatemala et même pour d'autres communautés autochtones, même ici au Québec. C'est un texte qui, moi, me touche beaucoup parce que c'est un des premiers textes autochtones que j'ai jamais lu et c'est aussi le premier texte en rapport avec le Guatemala que j'ai jamais lu, même si, comme je l'énonce dans le texte, c'est la traduction à laquelle j'avais accès, c'est probablement pas la meilleure, mais c'est un texte qui encore aujourd'hui m'obsède beaucoup et qui vraiment me connecte aussi à mes racines, mais me connecte aussi à l'histoire très violente aussi des Amériques. Parce qu'on a parlé, puis là je fais une incursion, vous me direz si je vais trop loin, on se connaît si peu. On se connaît si peu, ça fait quand même déjà 16 minutes. On a parlé avec les gens de liberté de la dictature au Guatemala. Est-ce que la dictature a été vécue d'une façon ou d'une autre par votre famille, ce qui explique peut-être mouvement de... Oui, tout à fait. Je pense que si mon... Parce qu'on j'ai l'impression on oublie la violence de cette dictature. Oui, tout à fait. Bien, la guerre civile guatémaltèque a eu toute une dynastie en fait, de dictateurs. Et comme de fait, si mon père a quitté ce noble pays, bien, c'est évidemment en cause des raisons civiles, enfin des raisons de violence... qui touchait sa famille, qui touchait aussi nombre de ses amis aussi. Je vais résumer assez bien sûr. De toute façon, vous me direz à la fin de l'enregistrement si on le garde au montage ou non, parce qu'on n'avait pas prévu ça. Puis, je rentre rarement dans le personnel. Il n'y a pas de souci. Il y a cette pudeur. Allez-y, Fred. D'accord, mais je vais le garder. Est-ce qu'on peut parler du portfolio, Catherine? On a proposé un portfolio sur l'artiste Nadia Amir, artiste québécoise et autochtone Anishinaabe. Magnifique portfolio. Nadia Amir, c'est une artiste quand même assez connue. Aujourd'hui, elle vient de faire l'objet d'une grande rétrospective au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et on a demandé à Julia Heller-Smith de fouiller le travail de Nadia Amir sous l'angle des archives. Donc, parce qu'il a touché, mais pas tant en même temps. Exactement. C'est pas un travail sur les archives que fait Nadia Amir, mais c'est quelque chose qui traverse un peu sa pratique, que ce soit par un rapport à l'écrit, à certains textes. Bon, il y a, dans le Indian Act. Oui, il y a une œuvre fameuse de Nadia Amir qui date de 2000-2003. C'est un travail sur la loi sur les Indiens, où elle a demandé à des femmes de recouvrir cette loi par un perlage rouge et blanc. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment un travail d'effacement. Donc là, on est aussi dans... on recouvre le texte plutôt que d'essayer de déterrer ce qui... On recouvre l'archive. Oui, donc on produit de l'effacement. Donc, c'est comme une contre-proposition. Oui, absolument. Non, c'est assez brillant. C'est un travail assez remarquable. Et il y a du travail plus récent. Donc, ça date quand même de presque 30 ans, mais il y a des œuvres plus récentes où Nadia Amir a creusé aussi sa propre histoire familiale et tout le rapport à l'écriture. Bon, il y a vraiment aussi des projets extrêmement intéressants de Nadia Amir où elle est allée fouiller les archives institutionnelles, les collections muséales. Au Musée McCord, il y a eu un projet important. Au Smithsonian, aux États-Unis également. Donc, c'est un portfolio qui, bon, on essaie toujours de faire résonner le portfolio avec les dossiers, mais dans ce cas-ci, c'est assez évident et assez efficace comme complément. Voilà. Et bien sûr, on n'a pas parlé des textes au début, sur la narratologie, entre autres. Oui, on a une belle chronique de David Turgeon. Un monde que je découvre. Oui, c'est tout un monde, effectivement. Mais David Turgeon, qui est un de nos collaborateurs qu'on aime vraiment beaucoup, qui nous fait une espèce de
de feuilleton théorique. Ouais, un feuilleton express. Ah, vraiment, oui. Ça s'appelle Théorie Express. Sa chronique, elle revient à chaque numéro. Il se plonge dans la narratologie avec beaucoup de bonheur et d'amusement. Les textes de Louis-Daniel Godin aussi, La mâchoire de ChatGPT. Oui. Vous avez confiance? Vous dites, vous avez foi en l'intelligence naturelle. Oui, l'intelligence artificielle, je touche pas à ça, moi. Jamais? Jamais. Bravo. Mais je vais quand même dire quelques mots sur le texte de Louis-Daniel Godin, qui est un super beau texte dans notre chronique Psychanalyse du présent, où il s'est penché sur l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans le domaine de la psychothérapie. Oui, c'est très inquiétant. C'est avéré. Oui, c'est avéré, et c'est aussi avéré que cette incursion de l'intelligence artificielle dans la psychothérapie produit de la psychose chez les gens. Oui. La complaisance des robots conversationnels peut mener les gens à dérailler complètement, et donc c'est très inquiétant, et c'est une très, très belle réflexion. On apprend que le bégaiement est peut-être une manifestation légitime d'identité. Oui, absolument. J'avais jamais vu ça comme ça. Qui nous oblige aussi à ralentir et à écouter la subjectivité d'autrui. Ouais. C'est très beau, ce passage du texte de Louis-Daniel Godin. Tout de suite nous inviter à ralentir et cesser cette entrevue. Déjà? Pour dire aux gens d'aller acheter ce numéro 292 de Spirale dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Exact. Mais on s'abonne. On s'abonne. S'il vous plaît. Oui. Y a-t-il un code promo? Toujours. Je suis rendu... toujours. Moi qui étudie en intervention dépendance, je me rends compte que je commence à être dépendant. Dépendant au code promo. Des codes promo Fred Savard. Alors, c'est quoi le code promo? Balado, toujours. Hein? Voilà. Balado. Ça veut dire, vous pouvez peut-être aller à plein d'autres balados, puis vous êtes... Il n'y a rien d'exclusif là-dedans, là. C'est exclusif. Je viens d'allumer que... Fred, vous me dites la même chose chaque fois. Oui. Vous êtes le seul balado auquel on intervient, mais nous produisons nos propres balados. Et je tiens à le dire parce que Radio Spirale, c'est aussi une antenne importante de nos activités éditoriales. On a un balado qui s'appelle Hiatus, qui va recommencer en septembre. Puis on a un balado estival qui s'appelle Seuls les ratés me plaisent, qui est... On devrait se faire un cross-post sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais complètement. De balado. C'est une suggestion de mon CA. Ah! Oui. Bon. Stratégie de promotion croisée. On n'est pas toujours bon là-dedans, nous. Non, mais il faut s'y mettre. Hey, merci, vraiment. Lecture d'été, je pense qu'on peut le dire. Enquête dans l'archive. Légère pour le bord de la piscine. Il faut arrêter avec la littérature des gens. Les gens sont pas cons l'été. Non, ils sont plus disponibles, en fait. Voilà. Exactement. Hey, merci. Merci, Fred. Corinne Laperrière, de retour à la balado. Ben oui, bonjour. Là, vous avez de la belle visite, le Power Couple qui est... Exactement. Est-ce que j'ai trop dit de détails? Ça va, je pense que ça fait... vie privée qui est étalée comme ça. Qui est-ce? C'est Octave Zavalorti, c'est mon conjoint, n'est-ce pas? Bonjour. Très radiophonique. Oui, Octave. Absolument. Moi, je vous avais vu sur scène. Puis votre personnage est moins radiophonique sur scène qu'avec un micro sur une console de podcast. Tout prend son sens, soudainement. Pour vrai, je suis comme, mais voyons, il faut réentendre Octave. Ah oui. Mais là, vous êtes là pour une raison très précise. Yes. On s'est pas beaucoup vu cette année. Non, c'est pas beaucoup. Alors que vous avez rendu mon voisin, Fred. Oui! Presque. Dans Angus. Ben oui. Beau quartier d'Angus. Ben, je sais. Moi, j'étais comme... Je regardais dans les parcs voir si on allait vous voir. Vous avez plus de chance de voir mon chat Léon que de me voir. J'ai cherché Léon aussi. Léon se promène... Oui, j'ai commencé à le sortir parce qu'il nous réveille depuis déjà mi-avril, toutes les nuits. À partir de 4 h du matin. Et il est très intense, Léon. Et là, il sort. Là. Mais c'est toujours un pincement, laisser son chat sortir, parce que ça se peut qu'il meure. Oui, non, c'est stressant. Là. Il vit sa vie de chat. Son horizon des possibles. Ah, ben là, on va garder l'œil ouvert pour Léon. Mais on vient pas pour Léon aujourd'hui. On vient pour promouvoir le show de la Saint-Jean. Oui! Le 23 juin prochain au Osgang, qui est à quelques portes de la librairie Raphaël. Tout à fait. Le Osgang qui est un peu notre deuxième maison maintenant, là, pour les soirées dansante, pour les shows, les soirées politiques. Politicomiques, ouais. Politicomiques. Vous en avez fait pour... Les dernières, c'est quand que vous avez fait? L'antifacho. On a fait l'antifacho, deux représentations sur le fascisme. Oui. Puis après, ce sujet tellement rigolo. Oui, absolument. On se tape ses cuisses là, sans arrêt. Mais là, vous n'êtes pas juste les deux, là. Non, il y a aussi notre collègue Xavier Boiron et Emna Achour, avec qui j'ai le podcast Farouche également. Puis on est 4 petits joyeux lurons qui ont décidé de s'allier ensemble pour faire des jokes politiques. Mais là, comment ça marche? Moi, j'ai déjà fait un cabaret avec les apartistes pendant la Saint-Jean. Cabaret d'indépendance. Comment on rit
de l'indépendance tout en étant indépendantiste en 2026. C'est ça, c'est tricky, ça. Mais ça aide aussi parce que pour être québécois puis célébrer la Saint-Jean, je pense qu'il faut commencer par en rire puis juste accuser le fait qu'on est dans une posture un peu ridicule, le Québec. Là, Ah oui, hein? Oui, un petit peu. L'identité québécoise, il y a des gens qui l'utilisent de façon assez maladroite. Ouais. Est-ce qu'on aurait des noms, là, mettons? Là, Ben, par exemple, vite de même, disons... Juste pour qu'on comprenne bien. Il y aurait Paul Saint-Pierre Plamondon, là, je sais pas si t'as entendu parler. Oui, un peu vaguement. Fait que cette caricature-là... Ça, pour un auteur et un humoriste, c'est du bonbon, là. C'est quand même payant, quelqu'un qui est aussi ridicule puis aussi dramatique de cette façon-là, puis qui est aussi facile à intimider en quelque sorte. Il y a vraiment le profil que tu as envie d'intimider. Là. Fait que c'est presque trop payant à un moment. Il faut aussi penser à aller voir ailleurs, parce qu'on pourrait passer 1h30 à juste intimider Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ça ferait plaisir à tout le monde. Il a dit que les TGV, c'était fédéraliste, je veux dire. Ben, c'est parce que ça va nous convaincre que le Canada est peut-être bien. C'est ça. Imagine. Exact. La fragilité. Hein? Il y a quelque chose de touchant, je trouve, dans cette fragilité. Oui. Mais c'est ça, on est entre bercer Paul Saint-Pierre Plamondon et rire de lui un peu. Est-ce que vous riez de QS? Est-ce que vous riez de tout le monde? On rit de tout le monde? Quand même. Moi, je ris beaucoup. Je vais beaucoup rire Parce que là, attendez, là, on enregistre le 16 juin. Ouais. Le show est le... 23 juin à 19h. À 19h. Il reste encore des billets? Oui. Au point de vente? Sur le point de vente, oui. Notre bio, Osgang. Et je vais le mettre dans la vignette quand je vais publier l'épisode. Bon. Le show, est-tu pas mal écrit? Le show est pas mal écrit. À chaque fois, on fait un bulletin de nouvelles. Oui. Fait que le bulletin... ça dit quelque chose. Oui, hein? Il y a des petites formules comme ça. Mais c'est ça. Ben, c'est ça. On est comme nous, on est les apartistes d'eux. C'est même pas né. Non, exact. Fait que, mais ouais, on a un bulletin de nouvelles, on a un numéro d'introduction. Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme. Puis après ça, tout le monde fait des. Tu sais, on n'est pas un groupe quand même. Là, on a deux sketchs en groupe, mais sinon, on est tous one. Ben, c'est intéressant. Vous n'êtes pas un groupe, mais êtes-vous en train de le devenir? Parce que ça fait quand même. C'est flou, ouais. On est plus un think tank humoristique. OK. En soi. C'est quand même des gens séparés, mais qui se réunissent pour des sujets importants. Mais est-ce que. Ben, ça commence comme ça, un groupe. Ouais. Est-ce que ça pourrait devenir un groupe? Parce que moi, je vous regarde aller de l'extérieur, puis je me dis, ça ressemble à un groupe. Ben, on est une gang. Est-ce que c'est mal d'être un groupe d'humour en 2026? Ben, c'est juste que, tu sais, on n'est pas un groupe parce qu'on veut tout faire du stand-up tout seul sur scène. On veut notre 15 minutes tout seul sur scène. Le groupe, il ferait plus de... Le groupe sanguin, à l'époque, faisait pas de stand-up. C'est arrivé après, malheureusement. On veut de la gloire individuelle. Ouais, je comprends. Parce que dès qu'on y arrive, on diche le groupe. Ouais, exactement. C'est la stratégie de tout le monde. Mais forcément, de travailler souvent ensemble, ça finit quand même par... Il y a un esprit de corps. Oui, vraiment. Là. Puis je pense qu'on se complète vraiment bien. Là, le fait qu'on soit genre paritaire, on est 2 femmes, 2 hommes, on est 2 personnes blanches, 2 personnes non blanches. Fait que il y a comme quelque chose aussi de le fun dans notre dynamique aussi, qu'on se complète toutes bien un peu. Xavier Boiron, c'est le gars de droite un peu du groupe. Qui a des placements boursiers. Oui, exact, oui, vraiment. Oui, mais déjà dit. Dans Tesla. Toutes sortes de compagnies. Ouais. Exact. Fait que... J'imagine que c'est pour comprendre la bête de l'intérieur. Exactement. Ou ce genre de truc-là. Fait que, tu sais, on a un peu tout le temps la dynamique où on se niaise. On a une dynamique aussi, moi avec Emna, que j'ai plein d'autres projets avec Emna Show. Fait que, tu sais, il y a cette dynamique-là aussi qui est le fun là, qu'on va chercher. Fait que, tu sais, on n'est pas un band, mais tu sais, on est des polyamoureux de l'humour ensemble, genre, mais on n'est pas un couple, on n'a pas d'étiquette. Moi, je connais le Osgang Plaza pour les soirées d'ensemble, bien sûr, qui récolte un succès vraiment incroyable. Le 25e de l'Iris, on l'a enregistré là, mais j'ai jamais vu de show d'humour. C'est très le fun, je suis vraiment. rendu pépère, moi, avec mes jeunes enfants. Mais oui. C'est bien comme salle? Oui, on aime vraiment ça. C'est vraiment cool. C'est une super gang, ça, faut quand même le dire. Ils sont vraiment smart. Qui ont les valeurs à la bonne place, comme on dit. Ouais. Économie sociale. Tu sais, il y a un beau mur de briques qui rappelle ça. Qui rappelle les comédies Central des années 80. Exactement. Là. Fait que oui, non, on a du fun. Puis tu sais, quand la salle est pleine, on a vraiment comme c'est vraiment il y a quoi, électrique. 160? 200. Quand c'est plein, 200? 200, okay. Mais on est plein
plein à 200. À la limite, un peu moins, c'est le fun aussi. Mais c'est vraiment une belle ambiance électrique. T'sais, à la revue de l'année, on avait fait 2 shows back-à-back. C'était vraiment le fun. L'Antifashion, on l'a fait 2 fois là aussi. 2 fois sold out, c'était vraiment le fun aussi. Fait que, c'est là, comme il y a quand même une concurrence, j'imagine, pour les shows de la Saint-Jean, musicaux. Fait que là, c'est une représentation. C'est une représentation à 19h. Ah, mais là, en même temps, ça veut dire qu'à 20h, 20h... Ah oui, t'as le temps de faire les deux. Puis, tu peux aller boire de la 50 en écoutant un cover d'Éric Lapointe. Exactement. Puis en plus, il risque de pleuvoir. Il pleut toujours à Saint-Jean. Ça, c'est vrai. Puis sinon, Coralie, j'ai ouï dire, parce que vous me l'avez dit directement, qu'il y a un essai qui s'en vient. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Ben, on peut en parler. Ça sera pas avant le printemps 2027. Fait que le monde va être sur le bord de leur chaise en attendant. Printemps 2027. C'est pas moi qui ai décidé, c'est mon éditeur. Pour vrai? Ouais, fait que... Vous auriez pu sortir avant? Moi, je pense que j'aurais voulu, mais il y a comme tout un calendrier de publication que je peux pas aller plus rapidement que ça, puisque c'est une grosse publication. Puis Octave, votre essai, Octave? Moi, mon essai, ça se travaille. Je l'écris un mot par jour. Ça devrait s'en venir, je dirais automne 2029. Bon, OK, automne 2029. On rappelle donc 23 juin, 19h, Osgang Plaza. Les billets sont dans notre bio. Mes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je vais le mettre aussi. Voilà. C'est combien? On n'a pas dit on met 3 paliers de prix pour les gens. Ça, c'est cool, ça. Ouais, fait que 25, 30, 35. Fait que ça, si vous avez plein d'argent, vous voulez nous la donner, let's go. Ouais. Mais si vous êtes serré puis le rabais de Christine Fréchette sur le papier de toilette vous a pas libéré. J'ai malheureusement pas le droit de dire Christine Fréchette. Je pourrais recevoir une lettre de la CAQ, mais oui, papier de toilette. Je vais le dire pour toi. Papier de toilette. Ouais, là pour le papier de toilette. Fait que 25, 30, 35, puis encore plein de billets. Fait que venez-vous-en, puis peut-être qu'ils vont en rester. Essayez de les acheter avant. Oui, parce que. On sait jamais. Non, c'est ça. Puis on le sait, passage à balado égale Kaching. C'est ça. Puis ça se... Ben, Coralie, Octave, merci. Et pour vrai, l'an prochain, peut-être penser à un format de chronique. Avec plaisir. OK. Faut que cette voix-là, faut l'exploiter la radio. Je vais la conserver. Ben oui. Hey, merci. Alors voilà ce qui conclut ce 37e épisode de la balado. Hey, merci à tout le monde qui sont venus à la librairie Raffin. Ben d'abord, merci à la librairie Raffin de nous avoir accueillis encore cette saison. Ce sera le dernier enregistrement là-bas. On reprend ça l'année prochaine à la saison 9. C'est pas mal certain qu'on retourne là parce que j'aime beaucoup la gang, j'aime beaucoup l'endroit. C'est grand, c'est vaste. Et on peut enregistrer pendant que les gens magasinent. On n'est pas obligé. On ne dérange pas, en fait. Alors, j'adore ça. Merci à Hélène Faradji encore pour la belle saison. C'était sa dernière chronique de la saison 8. J'espère que sa cheville ira mieux dans les prochains jours. Elle pourra refaire du vélo. Merci à Catherine Chagnon et Renato Rodriguez Lefebvre pour ce numéro Spirale 292, c'est bien ça, hein? Je l'ai devant moi. Oui, voilà. Qu'on se procure, bien sûr, dans toutes les librairies indépendantes, mais aussi sur le site de la revue Spirale. Et on profite du code promo Balado. Merci à Coralie Laperrière et son tendre époux, Octave Savoie-Lortie. On va voir, bien sûr, cette soirée d'humour qu'il nous propose avec Emna Machour et Xavier Boiron. Quatuor dynamique, 23 juin au Osgang Plaza. C'est à 19h. Il y a toujours des billets. Et merci à Héloïse Barguin pour son essai courageux, je dois le dire, parce que dans ce milieu-là, comme je le disais pendant l'entrevue avec elle, il n'y a rien de pire que critiquer le monde des médias. C'est comme si on crachait dans la gamelle, si on manquait de reconnaissance. Alors, elle ne sera plus jamais journaliste à cause de ça, mais j'ai beaucoup aimé cet essai parce qu'il mélange évidemment son parcours à elle. Elle comprend bien les rouages, elle les a vécus, mais en même temps, il y a de l'humour, elle se prend pas au sérieux, c'est pas un poncif aussi, c'est vraiment juste pour témoigner de comment ça fonctionne, puis on n'a pas souvent accès à ça. Alors voilà, merci à Héloïse Barguin. Je vous annonçais donc dans l'intro qu'il devait avoir un dernier épisode la semaine prochaine. Finalement, il va en avoir 2 parce que il va provenir de la communauté, celui-là. C'est le professeur Massimiliano Moulone, qui est un auditeur de longue date de la balado. C'est pour ça que je dis que c'est une suggestion qui vient de la communauté de la balado. Donc, professeur de criminologie,
de l'Université de Montréal, de l'École de criminologie. Ça fait quelques fois qu'on s'envoie sporadiquement des courriels. La dernière fois, il était en Suisse, mais il me proposait de commenter les affaires policières, entre autres avec ce qui se passe, ce cas, ce racisme organisé, systémique, au service de police de la Ville de Montréal. Et là, il m'a réécrit pour me dire qu'il y avait peut-être une contribution intéressante à offrir à la balado parce que lui est professeur, a travaillé avec les services policiers, travaille toujours avec les services policiers et son champ de recherche, c'est le racisme au sein des forces policières. Alors, on s'est parlé au téléphone et c'était extrêmement difficile pour moi de dire non, même si on est en fin de saison. Fait qu'il y aura 2 épisodes cette semaine qui seront mis en ligne avant le congé de cet été. Alors, j'ai bien hâte d'enregistrer ça. Ça va être lundi matin que je l'enregistre. Et ça va être mis en ligne sûrement pour la Saint-Jean. Un beau cadeau de Saint-Jean-Baptiste, cette réflexion. Mais pour vrai, écoutez ça. Écoutez ce qui s'en vient parce que ça va être vraiment, je pense, intéressant. Puis on n'aura pas fini d'en parler. Puis encore une fois, je pense qu'on a ce luxe-là à la balado d'avoir le temps et de prendre un pas de côté et sortir un peu du bruit habituel médiatique. Voilà. Je remercie bien sûr la gang de la librairie Raffin. C'est toujours un bel accueil. Toujours agréable d'enregistrer là-bas. Merci à Communauto aussi, partenaire depuis le début de la balado. Je vous rappelle que la saison achève. Hein, donc, ceux qui n'ont pas fait leur don encore, là, ceux qui pensent que c'est important de soutenir les médias de gauche, ben faites-le. On suggère bien sûr un don de 72 $. Ça fait 3-4 saisons, je pense, que c'est à 72 $, le don suggéré. Il n'y a pas d'inflation à la balado, ben les coûts de mise en ligne, eux, augmentent. Alors, n'hésitez pas. En fait, vous donnez ce que vous voulez, cela dit. Il y en a qui donnent moins, il y en a qui donnent plus, mais je suggère encore 6 $ par mois, dans le fond, pour soutenir un média de gauche, indépendant, qui n'a aucune subvention, afin que je paye mon monde comme du monde. À date, je paye mieux. Une chronique à la balado est mieux payée qu'une chronique à la radio de Radio-Canada. Donc, je m'en fais une certaine fierté et c'est grâce à vous. L'infolette, il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, je le sais, mais là, je suis en pourparlers avec un auditeur de la balado. Je vais peut-être parler la semaine dernière, je ne m'en rappelle plus, mais bon. Je commence à être fatigué, là. Mais on va tout remanier ça et je vais me libérer des plateformes. Je vais me monter ma propre infolette. Puis je pense que ça va être le fun. On va faire ça cet été, alors, parce que je veux vraiment être plus assidu. Mais je veux que ce soit fluide. Je veux que ce soit agile dans mon workflow. Parce que c'est ça. Il y a un bébé qui s'en vient, il y a le certificat qui se poursuit. J'en fais beaucoup. Puis je veux que tout ça se puisse. Bon, le ma blonde adore présentement parce que ça serait sûrement venu me corriger avec la conjugaison de mon verbe. On termine en musique, bien sûr, et c'est ce que je vous disais, donc, une des thématiques de Spirale, et c'est Renato qui nous en a parlé, c'est le Popol Vuh. Je pensais qu'on disait Popol Vuh, mais c'est Popol Vuh. Donc, cette cosmogonie maya de la langue quiché, ben, ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle Popol Vuh, que j'ai découvert l'an dernier grâce à un article que j'ai lu. Caroline Polachek, chanteuse américaine, qui offre une présence scénique, une présence musicale, une écriture pop, mais vraiment original, vraiment unique en fait. Et dans une entrevue, elle disait que en tournée, elle écoutait le groupe Popol Vuh. Et là, je me suis dit, ça serait intéressant je connaissais pas ça. Et là, je me suis rendu compte que c'était un groupe allemand de la fin des années 60, de krautrock, entre autres, mais c'est un groupe qui a eu plusieurs mouvements de personnel et il a changé un peu son... Assez déroutant, là, quand vous allez passer au travers de la discographie. Vous allez voir parce que ça change beaucoup. À un moment donné, c'est très méditatif. C'est considéré un peu comme les parrains de la musique ambiante, de la musique électro. Ils sont apparus à peu près au même moment que le groupe Kraftwerk, que j'aime beaucoup, mais qui, lui, a commencé comme groupe proto-krautrock avec des éléments de rock progressif, de rock, en fait, et après ça, c'est dirigé vraiment vers la musique exclusivement électronique. Popol Vuh n'a pas fait ça, parce que eux, ils ont commencé un peu plus électro,
proto-électro, on pourrait dire, là, toujours dans la mouvance krautrock, donc des longues pièces relativement méditatives avec des éléments de prog. Mais après ça, ils ont fait des albums plus prog. Après ça, ils ont abandonné les instruments électroniques et ils ont intégré des éléments de certaines cultures traditionnelles. Fait que ça n'a pas vraiment rapport avec la culture maya, vous allez voir. Mais en fait, ils ont intégré vraiment plusieurs éléments musicaux de plusieurs spiritualités différentes. Et je vais vous présenter donc un extrait de leur album qui est peut-être le plus emblématique, le plus connu, qui s'appelle Osiana Mantra. C'est la pièce titre, donc un album paru en 1972. On va se laisser sur cette musique qui va nous apaiser, j'espère, et qui va peut-être briser un peu le tourment du monde qui nous entoure. Et je vous souhaite vraiment une excellente semaine et on se retrouve 2 fois la semaine prochaine avant de se quitter pour la pause estivale. Alors voilà,